Un héros raté se transforme en monstre après avoir été attaqué par un parasite, mais fait semblant d'être normal. Kafka vit dans un monde où des monstres appelés Keiju constituent une menace constante pour l'humanité, mais l'humanité a appris à vivre avec ce problème et a créé une force spéciale pour s'occuper de ces monstres. Un jour, un autre Keiju apparaît soudainement de la mer et attaque le port, menaçant la ville d'inondation. Une annonce d'urgence est diffusée pour que les gens se rendent dans les abris souterrains pour leur sécurité. Le monstre s'avère être un colosse de 60 mètres de haut qui cause des destructions dans toute la ville en marchant à travers les bâtiments, tandis que les habitants de la région ne peuvent que regarder impuissants. Le gouvernement envoie immédiatement la force de défense, qui encercle le Keiju de tous les côtés et tire des missiles sur lui après s'être assuré que la zone a été évacuée. Toute cette séquence est télévisée dans tout le pays, où les gens la regardent en ligne et se demandent quelle division combattra le monstre cette fois. Ce sont les forces spéciales de la 3e division qui sont mobilisées cette fois, et quelques soldats émergent de l'hélicoptère avec des armes spéciales, plongeant sur les bâtiments voisins. Le Keiju continue de détruire tout ce qui se trouve sur son passage, mais maintenant la 3e division ouvre le feu pour le distraire et le blesser tandis que certains d'entre eux courent directement vers la bête, tirant sur elle tout en esquivant facilement ses attaques mortelles. Profitant de cette distraction, leur chef d'équipe, qui était prêt avec un canon à main, tire une décharge sur le Keiju, le frappant directement au cœur et lui ôtant la vie en un instant. Le Keiju bouillonne et explose en un désordre sanglant tandis que le chef d'équipe regarde le sang tomber tout autour d'elle. Plus tard dans la journée, Kafka regarde le désastre à travers des jumelles tout en mangeant son déjeuner, pensant au travail qu'ils auront à faire pour tout nettoyer. Pendant ce temps, les citoyens applaudissent la 3e division pour avoir éliminé le Keiju sans aucune victime et en un temps record. Kafka arrive sur les lieux, regardant la foule immense qui acclame le groupe de défense tandis que personne ne fait attention à lui alors qu'il passe devant eux pour se diriger vers le monstre mort. C'est parce qu'il est un nettoyeur, son travail commence après les batailles, et ils font tout le sale boulot tandis que ceux qui créent tout ce désordre sont célébrés comme des héros. Il grimpe sur le cadavre et commence à disséquer la bête en morceaux plus petits pour tout nettoyer tandis qu'un drone arrive pour collecter des échantillons. Il demande à ses aides de lui apporter une tronçonneuse chauffante lorsqu'il remarque qu'un des nouveaux essaie de soulever l'intestin du monstre, ce qui est très dangereux. Il crie à l'homme de reculer immédiatement, mais il était trop tard, l'intestin finit par éclater, et l'homme se blesse dans le processus. Kafka descend immédiatement et court vers lui administrant les premiers soins car il a déjà vu ce genre de blessures et sait comment les traiter. Il regarde ensuite le cadavre restant et se demande comment diable ils vont tout nettoyer en une semaine. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, son superviseur lui dit qu'il est nécessaire de s'occuper d'une autre partie du Keiju, qui s'avère être les intestins, la partie la plus dangereuse et la plus sale du travail. Malgré toute la haine qu'il a pour ce travail, Kafka donne tout ce qu'il a et plonge tête la première dans les intestins pour les nettoyer. Plus tard dans la nuit, il retourne dans sa chambre, qui est assez sale pour un gars dont le travail consiste à nettoyer les choses. Il essaie de se débarrasser de l'odeur des intestins dans son nez, mais après avoir échoué, il remarque l'émission à la télé montrant le chef de la 3e division, connu sous le nom de Mina, qui est si incroyablement talentueuse qu'à seulement 27 ans, elle est non seulement devenue capitaine de sa division mais a aussi tué près de 100 Keiju. Cela fait se souvenir Kafka de son passé, car il s'avère que Mina et lui étaient amis d'enfance qui avaient fait une promesse mutuelle d'éliminer les Keiju de la Terre alors qu'ils contemplaient la mort et la destruction causée par eux. Il revient à la réalité lorsque le journaliste affirme que sa popularité en fait une candidate très solide pour devenir un futur commandant des forces de défense. Il éteint la télévision car cela devenait trop déprimant, mais il se rappelle que le nettoyage est aussi un travail très important, et grâce à son travail, il peut vivre dans un appartement décent et manger ce qu'il veut. Le lendemain matin, il retourne au travail lorsque ses collègues l'appellent pour lui présenter un nouvel étudiant à temps partiel qui va faire un stage avec eux. Il dit à Kafka que ce gamin s'appelle Ishikawa et qu'il rêve de devenir membre de la force de défense, ce qui est par coïncidence le même rêve que Kafka avait quand il était plus jeune, mais il a finalement abandonné son rêve et est maintenant un vétéran dans l'industrie du nettoyage. Kafka se retourne, embarrassé, et commence à fouiller dans son casier lorsqu'Ishikawa lui demande pourquoi il a abandonné son rêve. Kafka répond qu'il a fait de son mieux, mais il y aura toujours quelqu'un de meilleur et un pas en avant, et affirme également qu'Ishikawa comprendra cela en grandissant. À sa grande surprise, Ishikawa lui dit carrément qu'il n'abandonnera jamais son rêve et s'éloigne pour se changer tandis que Kafka pense à quel point il aurait eu l'air maladroit quelle que soit sa réponse à cette question. Plus tard dans la journée, il retourne sur le site, et le superviseur commence à leur attribuer leurs tâches pour la journée, mettant Ishikawa dans le groupe pour nettoyer les intestins, ce qui rend Kafka heureux un instant car cela apprendra à Ishikawa à quel point leur travail est difficile. Mais le superviseur dit à Kafka qu'il travaillera aussi sur les intestins, car il est le meilleur pour ce travail. Kafka pleure sur son sort malheureux mais se met immédiatement au travail tandis que le superviseur dit à Ishikawa que Kafka se plaint beaucoup mais est un excellent travailleur et qu'il aurait fait un excellent officier s'il avait pu réussir l'examen. Plus tard dans la journée, ils font tous leur pause déjeuner,
où Ishikawa a totalement perdu l'appétit, ce qui rend Kafka heureux, mais il était tout aussi mal en point et essaie de ne pas vomir. Il remarque qu'Ishikawa ne mange rien, alors il lui jette une boisson vitaminée au visage et lui dit de la boire tout en lui offrant une paire de bouchons d'oreilles pour échapper à la puanteur. Ishikawa refuse de suivre son conseil, mais Kafka finit par le forcer à faire ce qu'il dit. Plus tard dans la journée, tout le monde finit son travail et part tandis que Kafka fait une dernière vérification, remarquant que les pires parties ont été nettoyées. Ishikawa arrive derrière lui et le remercie de l'avoir aidé toute la journée, car sans lui, la journée aurait été beaucoup plus difficile. De plus, il dit à Kafka que la limite d'âge pour les examens de la force de défense a été repoussée à 33 ans, et même si cela ne le regarde pas, il pense que Kafka devrait réessayer l'examen. Après cela, Ishikawa commence à partir, mais Kafka l'arrête pour dire qu'il est un bon gamin, embarrassant Ishikawa, mais soudain, un Keiju apparaît juste derrière lui depuis le sol et aurait tué Ishikawa si Kafka n'avait pas risqué sa vie pour le pousser hors du chemin. Ils tombent tous les deux au sol, blessés, lorsqu'Ishikawa essaie de se lever mais est repoussé par le monstre. Kafka lui crie de s'enfuir le plus vite possible et d'appeler la force de défense, mais Ishikawa refuse de le laisser seul. Kafka lui dit qu'il ne pourra jamais faire partie de la force s'il meurt ici, ce qui convainc Ishikawa d'appeler à l'aide tandis que Kafka attrape une barre et, avec un sourire, distrait le monstre en s'enfuyant. Il court à travers les rues désertes jonchées de bâtiments détruits par la dernière attaque tandis que le Keiju le suit à toute vitesse et l'aurait tué, mais Kafka entre dans une porte étroite où le Keiju ne peut pas le suivre. Kafka court tout droit sans regarder en arrière et saute par la fenêtre, se coupant le visage lorsqu'il se souvient soudain comment Mina était triste parce qu'un chat qu'elle connaissait était mort dans l'attaque, mais Kafka avait essayé de la remonter le moral. Plus tard, ils avaient tous deux fait une promesse de rejoindre ensemble les forces de défense et d'éliminer tous les Keiju de la surface de la Terre. Il revient à la réalité et se demande où tout a mal tourné tandis que le monstre commence à le rattraper. Kafka décide de tenir bon et élabore un plan pour attaquer les jambes, mais le Keiju est bien trop rapide et le frappe avant qu'il ne puisse réagir, le projetant en l'air alors que toute sa vie défile devant ses yeux. Il tombe au sol tandis que le Keiju lui écrase la jambe avec sa main, ne laissant à Kafka d'autre choix que d'accepter son sort et de mourir. Juste au moment où le Keiju s'apprêtait à effacer Kafka de cette planète, Ishikawa arrive de nulle part avec une barre de fer et le frappe au visage, sauvant la vie de Kafka. Kafka lui crie de s'enfuir, mais Ishikawa affirme qu'il a déjà prévenu le groupe de défense et dit qu'il ne pourrait jamais devenir officier s'il ne peut même pas sauver la vie de quelqu'un. Le Keiju commence à attaquer le jeune homme tandis que Kafka se demande pourquoi il est si faible et inutile. Il réalise que rien n'a changé dans sa vie et que même maintenant, il ne peut sauver une seule personne, même s'il rêvait d'être officier. Juste au moment où le Keiju s'apprêtait à mettre fin à la vie de Kafka et d'Ishikawa, un tigre blanc apparaît de nulle part et commence à attaquer le monstre, le faisant exploser et mourir sur place. Soudain, Kafka entend la voix de Mina alors qu'elle attribue à ses coéquipiers différents rôles, leur disant de sécuriser le périmètre et de s'occuper des blessés pendant qu'elle fouille la zone à la recherche d'autres monstres. Kafka finit par perdre connaissance et se réveille à l'hôpital la nuit, où il pense à comment Mina a atteint son objectif et atteint une position que Kafka ne peut même pas imaginer suivre. Il se sentait misérable quand Ishikawa appelle son nom, et il réalise qu'il n'est pas seul. Ishikawa le remercie d'avoir sauvé sa vie et de lui avoir dit de s'enfuir avant d'affirmer qu'il pense que Kafka devrait vraiment essayer d'être un officier de la force de défense, car il serait vraiment bon dans ce travail. Kafka y réfléchit et, avec une nouvelle inspiration, il décide de se présenter au prochain examen de la force de défense, quand il remarque soudain quelque chose d'étrange voler autour. Avant qu'il ne puisse crier à propos du Keiju dans son compartiment, le monstre se précipite et s'enfonce profondément dans sa gorge, étouffant ses cris. Ishikawa réalise que quelque chose ne va pas et se précipite pour vérifier, à son horreur absolue, Kafka se regarde dans la fenêtre pour se rendre compte qu'il a été transformé en Keiju lui-même. Il crie à Ishikawa qu'il est Kafka, tandis qu'Ishikawa est trop stupéfait pour dire un mot. Mais un vieil homme de l'hôpital les repère et commence immédiatement à appeler les forces de défense tandis que Kafka s'inquiète de comment sauver sa vie. Les forces de défense sont immédiatement alertées, et Mina rassemble une équipe de chasseurs de Keiju tandis qu'une alerte est donnée pour que tout le monde reste à l'intérieur et verrouille ses portes, car un petit Keiju a été repéré. De retour à l'hôpital, Ishikawa ne peut pas croire ce qu'il est en train de voir et se demande si Kafka a été dévoré par un Keiju, mais il devient immédiatement évident que le Keiju n'est autre que Kafka. Le vieil homme qui a tout vu commence à paniquer tandis qu'Ishikawa dit à Kafka qu'il doit faire comprendre au vieil homme qu'ils ne lui feront pas de mal. Pour ce faire, Kafka décide d'essayer de pleurer et de sourire, mais le vieil homme fait une crise cardiaque rien qu'en voyant son visage hideux et s'allonge sur le sol, tremblant de peur. Kafka s'approche rapidement pour vérifier si le vieil homme va bien, mais à sa grande surprise, il est si fort qu'il brise le mur de la pièce rien qu'en le touchant. Il a lui-même peur et réalise qu'il est en train de devenir complètement un Keiju. Cela réveille les autres patients, qui viennent vérifier, seulement pour être effrayés par Kafka sous sa forme de monstre hideux. Ishikawa dit à Kafka qu'ils n'ont pas beaucoup de temps,
car les forces de défense doivent être en route vers l'hôpital, alors ils décident tous les deux de fuir les lieux. Kafka se dirige immédiatement vers la fenêtre et essaie de l'ouvrir, malheureusement, à cause de sa force, il détruit complètement la fenêtre dans le processus. Il est vraiment impressionné par sa propre force, mais Ishikawa lui dit que ce n'est pas le moment pour ça, et il saute par la fenêtre. Kafka essaie aussi de sauter, mais son saut est si puissant qu'il atterrit quelque part loin. Ishikawa commence à courir dans la rue pour essayer de trouver Kafka quand il le repère soudainement le suivant dans la rue. À son horreur, Kafka ne ressemble même plus à un kaiju normal et est devenu encore plus laid, avec d'étranges tentacules qui sortent de son corps. Ishikawa lui demande s'il sait comment les contrôler, mais il affirme qu'il ne peut rien contrôler. Juste à ce moment, sa langue sort de sa bouche et attrape un oiseau avant de le manger vivant, ce qui impressionne vraiment Kafka car il a toujours voulu être Venom, mais Ishikawa trouve ça dégoûtant et lui dit de se ressaisir. D'une manière ou d'une autre, il parvient à revenir à sa forme de kaiju normal, et il commence à courir pour trouver un endroit où se cacher quand Kafka dit à Ishikawa qu'il a vraiment envie de faire pipi. Ishikawa lui dit de se retenir car ils n'ont pas le temps, mais Kafka est incapable de se retenir et finit par faire pipi par son torse. Cela embarrasse vraiment Kafka, qui réalise qu'il ne se mariera jamais et mourra vierge si quelqu'un l'apprend. Ishikawa lui dit qu'ils ont d'autres choses à craindre et essaie de le traîner. Kafka reste sur le sol et demande à Ishikawa s'il pense qu'il peut encore rejoindre la force de défense. Ishikawa secoue immédiatement la tête, affirmant que c'est impossible car ils le tueront à vue. Kafka commence à traverser une crise de la quarantaine, réalisant que son rêve restera toujours un rêve et qu'il ne pourra jamais rattraper Mina. Ishikawa finit par trouver un chantier de construction abandonné et dit à Kafka qu'il devrait être en sécurité ici s'il se cache, mais juste à ce moment, Kafka a un étrange pressentiment à propos de quelque chose venant du sol, et soudain il y a une énorme explosion de l'autre côté de la ville. Ishikawa lui dit que c'est une chance pour eux, car maintenant les forces de défense devront s'occuper de l'autre explosion en premier, leur donnant plus de temps pour se cacher et comprendre ça. Il s'avère qu'un autre kaiju a émergé du sol, détruisant complètement une maison et piégeant une femme tandis que sa fille pleure en essayant de la libérer des débris tombés. La mère lui dit de s'enfuir, mais l'enfant est têtu et essaie de déplacer les objets qui emprisonnent sa mère mais n'y arrive pas. Juste à ce moment, le kaiju apparaît derrière eux et brise le mur restant pour réclamer sa nourriture, mais juste au moment où il ouvre sa bouche pour dévorer la pauvre fille, Kafka apparaît de nulle part et le frappe droit au visage, le projetant au loin. Il s'étonne lui-même de sa puissance mais tourne immédiatement son attention vers la petite fille, lui demandant si elle va bien. La fille commence à pleurer de peur, alors il essaie de détendre l'atmosphère en faisant des grimaces, mais tout est gâché car son visage les pourrait faire pleurer même Donald Trump. Heureusement, Ishikawa arrive pour sauver la situation et réconforte la fille tandis que Kafka enlève les débris tombés sur sa mère. Il vérifie rapidement l'état de la mère et heureusement, réalise qu'elle est toujours en vie et juste inconsciente pour le moment. Avant qu'il ne se sente complètement en sécurité, cependant, le kaiju revient une fois de plus laid que jamais, pour réclamer sa proie. Kafka dit à Ishikawa d'emmener la mère et l'enfant en sécurité pendant qu'il s'occupe du monstre. Ishikawa demande ce qu'il prévoit de faire, et Kafka répond qu'il va frapper le monstre aussi fort que possible, en espérant le meilleur. Ishikawa s'enfuit immédiatement avec les victimes tandis que Kafka charge son coup de poing, qui commence à briller d'électricité, et donne un uppercut si puissant qu'il secoue complètement le monstre, le projetant en l'air alors qu'il explose complètement en néant. Kafka est plus que choqué alors qu'une pluie de sang commence, avec les restes du monstre tombant au sol. Tout en se cachant derrière un abri, Ishikawa demande si Kafka contrôle toujours son corps, et il affirme que tout va bien et que tout est sous contrôle. Il s'approche de la petite fille, qui se cache derrière Ishikawa, et lui dit qu'elle n'a plus à s'inquiéter car elle est en sécurité et que bientôt les forces de défense arriveront pour l'aider. Ishikawa dit à Kafka qu'il a appelé une ambulance et l'encourage à partir avant que quiconque n'arrive. Kafka, cependant, reste obsédé par son rêve de devenir membre de la force de défense et de se tenir aux côtés de Mina en tant qu'égal. Il se tourne vers Ishikawa et enlève son masque avant de lui dire que son rêve de devenir membre de la force de défense est toujours vivant, et qu'il passera l'examen. Plus tard dans la nuit, Mina arrive avec son équipe pour trouver le kaiju déjà éliminé. Elle ne comprend pas qui peut détruire un si grand monstre, mais se tourne pour réconforter la petite fille, lui disant de ne pas s'inquiéter car elle détruira chaque kaiju. La petite fille hoche la tête mais lui demande d'épargner le bon kaiju qui l'a sauvé, elle est sa mère, du monstre. Cela la surprend vraiment, mais elle n'en dit rien. Pendant ce temps, Kafka redevient normal et, avec Ishikawa, il retourne à l'hôpital, mentant aux autres patients qu'ils se sont cachés après l'apparition du kaiju dans la pièce mais qu'ils sont complètement sains et saufs. 3 mois passent sans incident majeur, pendant lesquels Kafka apprend à mieux contrôler ses pouvoirs. Mais les médias recherchent toujours la forme kaiju de Kafka, qu'ils ont nommé kaiju numéro 8, le seul kaiju à avoir pu échapper à la force de défense. Ishikawa regarde ces informations depuis le bureau de nettoyage lorsqu'un autre senior lui remet du courrier, qui s'avère être les résultats des examens de la force de défense.
Il vérifie ses résultats pour voir qu'il a réussi le premier tour et doit se présenter pour le second. Le senior lui remet une autre enveloppe contenant les résultats de Kafka et lui demande de la lui apporter car Kafka est sur le terrain en train de nettoyer un corps. Ishikawa prend les résultats et commence à marcher mais les vérifie en chemin pour voir que Kafka a aussi réussi. Il apporte les résultats sur le site où Kafka déjeune au sommet du corps sous sa forme de keju. Ishikawa lui donne immédiatement un coup de pied, affirmant que la force de défense l'exterminera sur place s'il le voit, et Kafka s'excuse, affirmant qu'il lui arrive encore de glisser de temps en temps. Après s'être frotté le visage, il demande à Ishikawa s'il va bien maintenant, mais il a toujours ses crocs, et Ishikawa lui crie de s'en occuper rapidement et lui reproche d'être si négligent, car il fait la une des journaux. Kafka redevient finalement normal, et Ishikawa lui remet ses résultats, qu'il regarde et est content, mais Ishikawa demande pourquoi il n'est pas plus heureux. Kafka explique alors qu'il réussit toujours le premier tour mais échoue au second. Il essaie ensuite d'ouvrir une boîte mais finit par l'écraser complètement en se transformant en monstre, ce qui pousse Ishikawa à lui dire qu'il ne devrait pas passer l'examen, mais Kafka le supplie de ne pas l'abandonner, et Ishikawa accepte avant de partir. 10 jours plus tard, ils se rendent au stade d'examen, qui est immense et grouille de sécurité. Ils regardent tous les différents candidats quand une fille blonde s'approche d'eux et demande à Kafka de déplacer sa camionnette ailleurs car elle veut se garer là. Quand Kafka refuse, elle enlève son manteau et utilise son pouvoir spécial pour littéralement déplacer la camionnette et la jeter de côté comme un jouet. Cela choque vraiment Ishikawa, qui lui demande son identité, et elle affirme qu'elle est la candidate numéro 2016 et que son passe-temps favori est de tuer un keju. Elle se dirige alors menaçante vers Kafka et le renifle avant de demander pourquoi il sent le keju. Cela lui fait vraiment peur car il se demande comment échapper à cette situation sans révéler sa couverture et se faire tuer. La fille se présente comme Kiko, qui semble assez riche et parle de haut à Ishikawa en disant qu'ils auraient dû simplement lui céder la place de parking. Juste à ce moment, à leur grande surprise, Kafka s'approche de la camionnette renversée et la remet en place en la soulevant comme un jouet. Cela choque vraiment Kiko, qui se demande si ce gars a aussi un costume spécial comme elle. Il lui dit de ne pas rayer la camionnette car c'est la propriété de l'entreprise, mais avant qu'il ne puisse reprendre la place, son majordome arrive dans la Jeep, prenant la place de parking pour lui seul. Kafka se met en colère, mais il n'a pas d'autre choix tandis que Kiko s'éloigne avec son majordome et ses gardes, montrant à quel point elle est importante. Kafka se plaignait d'elle quand il a remarqué qu'Ishikawa avait l'air très en colère. Il sait que Kafka a utilisé ses pouvoirs de keju et lui rappelle que si quelqu'un l'avait vu, Kafka serait tué et Ishikawa serait aussi emprisonné pour ne pas avoir divulgué cette information. Kafka essaie de se défendre et affirme qu'il a été intelligent et n'a transformé que ses mains pour soulever la camionnette, mais Ishikawa n'est pas d'humeur à entendre quoi que ce soit et dit à Kafka que s'il utilise ses pouvoirs sans raison une fois de plus, il le renverra chez lui. Pendant ce temps, au siège, les membres de la force de défense examinent tous les nouveaux talents qu'ils ont obtenus. Ils réalisent que ce groupe semble très prometteur, car des étudiants des meilleures universités participent pour devenir agents sur le terrain cette fois. Ils remarquent que certains talents surpassent les autres, comme le garçon aux cheveux verts avec une attitude calme nommé Izumo, le petit gars aux cheveux jaunes appelé Aoi, et le crâne dur aux cheveux rouges appelé Yaru. Mais même après eux tous, les plus prometteurs de ces étudiants sont Kiko, qui n'a que 16 ans mais a obtenu son diplôme de la meilleure université de Californie après avoir sauté plusieurs classes grâce à son talent inné. Tous les yeux semblent être sur elle alors qu'elle s'approche de Kafka et lui demande s'il sait même qui elle est ou à quel point elle est forte. Kafka est un gars qui ne sait rien mais finit par la défier, affirmant qu'il obtiendra un meilleur score au test. Ishikawa et Kafka discutent d'un plan pour l'examen, car aucun d'eux n'est particulièrement bon aux tests écrits, ils doivent donc marquer autant de points que possible à l'examen physique. L'examen commence, et Kafka, qui pensait que ce serait un jeu d'enfant pour lui, étant donné qu'il fait un travail physique dur tous les jours, réalise enfin pourquoi les gens détestent faire de l'exercice car il est forcé de faire des rampages, des tractions, des circuits de course, etc., ce qui l'épuise complètement, et il tombe au sol épuisé à la fin. Les résultats arrivent, et il n'obtient qu'un maigre 219e rang sur 225 candidats, ce qui en fait le dernier de la classe. Pendant ce temps, Kiko s'approche de lui et lui montre qu'elle a été classée 5e et lui demande s'il veut toujours tenir son pari. Il lui dit qu'il ne reculera jamais devant un enfant gâté, ce qui met ses gardes du corps en colère, et il le tabasse immédiatement. Plus tard, ils se dirigent tous vers la phase suivante de l'examen, ce qui rend Kafka très excité parce qu'Ishikawa lui a dit que la deuxième phase de l'examen a été le nettoyage et l'élimination des corps de keju pendant les 2 dernières années consécutives. Cela le rend vraiment heureux car il est l'un des meilleurs dans ce travail et peut obtenir un très bon score à cet examen, lui donnant une chance de se battre contre ces personnes talentueuses. Bientôt, le vice-capitaine de la 3e division arrive devant eux, arborant une coupe de cheveux audacieuse, et se présente comme Oshina. Il leur dit que la partie suivante de l'examen va être très amusante et ouvre une porte derrière lui. Kafka regarde avec des yeux avides alors qu'il attend l'annonce pour porter des combinaisons d'élimination de keju et nettoyer des corps, mais à son horreur absolue,
Le test suivant s'avère être l'élimination de Keiju. Il regarde Ishikawa, agacé, mais Ishikawa affirme qu'ils ont dû le changer cette année récemment, et il ne peut rien y faire. Oshina explique comment le test va se dérouler alors qu'un des Keiju court vers lui par derrière, effrayant Kafka, qui tombe au sol, mais avant qu'il n'atteigne Oshina, les barrières se baissent et le bloquent tandis que les gardes pointent leurs armes sur le monstre, prêts à tirer. Kiko commence à rire de Kafka pour être un tel lâche et entre à l'intérieur. Ils sont emmenés dans une pièce où on leur donne une combinaison spéciale que portent tous les chasseurs de Keiju. Ils commencent tous à enfiler les combinaisons tandis que Oshina explique que cette combinaison est leur meilleure arme contre les monstres, car elle est faite de matériaux obtenus à partir d'un Keiju mort. Elle a aussi une propriété spéciale d'amplifier la force de la personne qui la porte, ce qui est très important dans une situation de combat. Ishikawa enfile sa combinaison et, à sa grande surprise, la combinaison s'adapte immédiatement à chaque muscle de son corps comme si c'était Venom. Il réalise qu'il ne porte pas seulement la combinaison, mais que la combinaison est devenue intégrée à son corps. Oshina annonce que la combinaison peut révéler la puissance latente d'une personne, connue sous le nom de puissance de combat, qui leur montre à quel point ils sont forts et synchronisés avec les combinaisons. Il annonce certains des meilleurs scores de ce groupe, et Ishikawa est le premier avec 8% de puissance de combat, Izumo avec 18%, Aoi avec 15%, et Yaru avec 14% de puissance de combat. Oshina leur dit de ne pas s'inquiéter, car même après un entraînement rigoureux, elle n'est généralement qu'à environ 20%, et ils ont de la chance d'avoir même un étudiant qui a plus de 10% de puissance de combat. Soudain, la fille qui porte des lunettes est choquée et dit à Oshina que Kiko a 46% de puissance de combat. Cela surprend vraiment Oshina, car il réalise qu'elle est déjà au niveau d'un chef de peloton maintenant et a établi un record pour la puissance de combat la plus élevée jamais vue chez un débutant. Ishikawa semble ennuyé par sa faible puissance, mais Oshina lui dit de ne pas s'inquiéter, car même 8% est impressionnant, et ils ne doivent s'inquiéter que s'ils obtiennent 0%, ce qu'il n'a personnellement jamais vu auparavant. Soudain, la fille aux 4 yeux affirme que Kafka a 0% de puissance de combat. Cela fait éclater de rire Oshina alors qu'il regarde Kafka essayer de tirer le moindre pouvoir de combat. Il commence à se rouler par terre en riant, demandant à Kafka s'il est constipé tandis qu'un Kafka au visage rouge commence à transpirer à l'idée qu'il va probablement échouer dès que le test commencera. Kiko semble agacée, car elle veut voir la puissance que Kafka lui a montrée sur le parking, mais il n'y a pas de temps pour ça car le test final commence. Ils se tiennent tous au sommet d'une crête tandis que Oshina leur dit que ces Keiju ont tué plus de 16 personnes l'année dernière mais ont été capturés vivants car ils voulaient entraîner les nouveaux avec eux. Il leur dit de les combattre avec tout ce qu'ils ont tandis que les drones caméras les suivront, et si quelqu'un est gravement blessé ou semble ne plus pouvoir continuer, le laboratoire déploiera leur bouclier, et ils échoueront immédiatement au test. Le test commence, et tous les participants sautent dans la zone tandis que Kiko leur montre comment faire en sautant sur un bâtiment et en courant dessus pour dépasser tout le monde. Elle court autour de la zone et repère un Keiju assis à découvert, qu'elle réduit en miettes sans même s'arrêter, et passe à la zone suivante. Elle saute sur un bâtiment et tue un autre Keiju que 2 stagiaires combattaient et continue à courir tandis que Kafka dit à Ishikawa de suivre car ils vont prendre du retard. Ishikawa regarde en arrière et dit à Kafka que c'est lui qui traîne, mais Kafka lui dit que sans la puissance de la combinaison, les armes sont vraiment lourdes et difficiles à utiliser. Ishikawa demande ce qu'ils doivent faire, car ils n'ont clairement pas assez de puissance de feu pour rivaliser avec les participants plus forts. Juste à ce moment, Oshina annonce que le capitaine de la 3e division, Mina, regardera aussi l'examen. Cela rappelle à Kafka la promesse qu'il lui a faite il y a toutes ces années, et il décide de continuer à essayer quoi qu'il arrive. Il dit à Ishikawa qu'ils sont suivis individuellement par des drones, ce qui signifie qu'en plus de tuer des Keiju, la force recherche aussi l'adaptabilité et le travail d'équipe, qu'ils peuvent montrer en étant de bons soutiens. Il jette son fusil et sort son pistolet, commençant à courir vers l'action. Il trouve le groupe d'Izumo en difficulté pour tuer un Keiju quand soudain Kafka remarque les sabots sur ses doigts. Cela lui rappelle qu'il a déjà nettoyé et éliminé ce Keiju et connaît ses faiblesses. Il sort immédiatement son flashbang et décide de jouer à CS-GO en lançant la grenade sans avertir ses coéquipiers. Le flashbang explose et cause immédiatement beaucoup de douleur au monstre et l'étourdit. Kafka explique que ce Keiju ne voit pas bien mais a une excellente ouïe. Il se tourne alors vers le groupe d'Izumo, qui est aussi confus, et leur dit de viser son ventre, car c'est le point faible de ce monstre. Izumo semble un peu sceptique mais suit le conseil et le tue immédiatement en tirant dans le ventre. Il remercie Kafka pour son aide, qui commence à courir vers l'autre bout pour trouver plus d'action quand soudain un autre Keiju émerge et le frappe en plein corps, le blessant alors qu'il tombe au sol. Ishikawa ne sait pas quoi faire tandis que la fille aux 4 yeux dans le laboratoire dit à Oshina que les organes internes de Kafka ont été endommagés et qu'il a de multiples fractures. Oshina lui dit de préparer le bouclier, mais Kafka n'est pas prêt à abandonner car il fait de son mieux pour se lever et affronter la bête. Le Keiju court vers lui et s'apprête à en finir avec lui quand soudain il est touché par des tirs et est immédiatement détruit. Le tireur s'avère être Kiko, qui lui dit qu'elle veut voir sa vraie force et s'éloigne.
Ishikawa s'approche immédiatement de Kafka, qui réalise que sa jambe est complètement fracturée. Oshina lui dit que ses signes vitaux sont endommagés et qu'il devrait abandonner le test pour sa propre sécurité, mais Kafka n'a pas encore fini et parvient d'une manière ou d'une autre à se lever alors qu'il pense à comment les autres le surpassent toujours. Il crie qu'il ne perdra pas cette fois, et à la surprise de tous, sa puissance de combat augmente de 0,1%, ce qui leur fait réaliser que peut-être ce gars peut encore réussir. Tout le monde est surpris que Kafka se soit levé malgré un pied cassé, et Oshina l'avertit qu'il est autorisé à continuer, mais que si sa vie semble en danger, il le forcera à abandonner la prochaine fois. Kafka dit à Ishikawa de l'ignorer et d'avancer, mais il dit qu'il le soutiendra parce qu'ils forment une bonne équipe. Kafka prend sa main et grimpe sur ses épaules pour qu'ils puissent avancer. Tout le monde regarde ce duo étrange, et Oshina ne peut s'empêcher de rire. Il suggère même qu'ils devraient déjà les faire passer parce qu'ils ont besoin de comiques comme eux dans la force de défense. Kafka dit à Ishikawa de ne pas s'inquiéter d'autre chose et de suivre Kiko aussi vite que possible. Il court comme le vent tandis que les autres chassent aussi les Keiju en équipe. Kiko traverse tout le site de test comme si elle jouait. Elle élimine les Keiju plus vite que les autres et ne laisse même personne l'aider. Elle montre d'abord ses talents de tireuse, puis prend une barre d'acier pour frapper le Keiju avec. Elle chasse bientôt tous les petits Keiju et se dirige vers le boss, lançant immédiatement une grenade sur lui. Le Keiju subit des dégâts et perd son équilibre à cause de l'explosion, et Kiko fait du parcours pour atteindre un point élevé et saute vers lui. Elle fait un écart au-dessus de la mâchoire ouverte du Keiju et tire sur ses entrailles. Le corps du monstre bouillonne et explose, et Kiko revient au sol avant que le corps démoli du Keiju ne tombe. Les surveillants sont impressionnés, et Katryu dit à tout le monde que le test est terminé et qu'ils peuvent commencer à rentrer maintenant. Kafka est choqué d'entendre cela et se plaint que Kiko est injustement rapide. Lui et Ishikawa tombent au sol et reprennent leur souffle. Pendant ce temps, Oshina et Mina sont impressionnés par les capacités de Kiko car personne n'a abandonné, et les pertes ont été minimisées grâce à elle. Oshina dit que c'était à prévoir pour la fille unique de leur directeur, et qu'elle deviendra sûrement un rayon d'espoir pour le pays à l'avenir. Pendant ce temps, Kiko est satisfaite de sa performance impeccable et, après avoir repris son souffle, elle décide de revenir pour frotter ses réalisations au visage de Kafka. Cependant, alors qu'elle se retourne, une silhouette mystérieuse apparaît derrière l'écran de fumée, il s'avère que c'est un Keiju de taille humaine, et avant que Kiko ne puisse réagir, il lui tire à travers le cœur. D'un autre côté, Kafka et Ishikawa pensent qu'ils n'ont plus qu'à attendre les résultats quand soudain ils entendent d'autres participants crier. Ils se retournent et voient les Keiju qu'ils viennent de tuer se relever et muter en quelque chose de beaucoup plus puissant. Tout le monde panique, et Ishikawa suggère à Kafka de quitter les lieux, mais il entend soudain la voix de Kiko gémir de douleur et saigner. Elle a réussi d'une manière ou d'une autre à sauver sa vie en concentrant tout le bouclier sur son cœur, mais ses ennuis sont loin d'être terminés car le grand Keiju qu'elle vient de vaincre est aussi revenu à la vie grâce au mystérieux Keiju champignon. Elle se demande quel genre de Keiju c'est quand il lui demande soudain si elle peut encore bouger. Kiko se fige en entendant le Keiju parler car il n'y a encore aucun enregistrement de Keiju parlant. Non seulement le Keiju champignon peut parler, mais il est aussi intelligent et suffisamment compatissant pour laisser le Keiju guérisseur s'occuper de Kiko pour se venger. Kiko se lève et vise, mais le salaud de champignon lui tire dans les bras et les jambes, la faisant tomber à genoux. Elle crie de douleur, et le signal vocal atteint la station de surveillance. Katryu essaie d'obtenir une image d'elle, mais les drones ne fonctionnent pas bien maintenant. Pourtant, elle peut détecter des anomalies dans le corps de Kiko grâce au capteur de la combinaison. Oshina demande ce qui se passe, et elle lui montre les images des petits Keiju revenant à la vie. Tout le monde est confus par ce qui se passe car cela n'a jamais été enregistré auparavant. Katryu obtient une lecture du grand Keiju ressuscité et dit qu'il a un indice de résistance de 6,4, ce qui signifie qu'il est devenu plus fort après la résurrection. Mina ordonne immédiatement à son équipage de déployer les boucliers sur tous les participants et dit à Katryu d'envoyer des drones vers Kiko pour obtenir des images en direct. Elle dit à Oshina de la suivre car ils sont les seuls ici à pouvoir affronter le Keiju ressuscité. On dit aux participants d'évacuer immédiatement, et ils courent vers l'abri, mais Kiko a encore du mal à se lever. Elle ne prévoit pas non plus d'évacuer, elle sait que si elle n'arrête pas l'énorme Keiju, beaucoup de gens mourront. Elle utilise les fonctions spéciales de la combinaison pour réparer temporairement ses blessures et se remet debout. Elle pense que puisqu'elle peut encore bouger, elle peut encore se battre. Elle crie qu'elle doit être parfaite et vise, mais le Keiju la gifle simplement. Kiko subit des blessures graves, et puis soudain elle voit un flashback de son enfance. Elle avait obtenu le score parfait à son examen scolaire, et son amie était heureuse pour elle. Kiko elle-même était fière de son accomplissement, mais ensuite le père de son amie est venu la chercher. En voyant le lien entre le père et la fille, elle a ressenti de l'envie. Elle a entendu les parents de tous les élèves qui étaient venus les accueillir et les encourager et s'est sentie seule. Seul son majordome est venu la saluer et lui a dit que son père serait content de ses résultats. Kiko a affiché un visage joyeux en réponse aux paroles du majordome, mais la nuit,
Son père a dit que personne ne se soucie qu'elle ait obtenu un score parfait car prendre le temps de célébrer de petites victoires rend complaisant. Il lui a dit de commencer immédiatement à travailler vers son prochain objectif si elle atteint quelque chose, car elle doit être parfaite pour le bien de sa famille et de son pays. Ces paroles de son père strict et émotionnellement distant motivent Kiko à continuer à bouger et à se battre malgré ses blessures, mais elle se fait encore gifler par le Keiju. Elle essaie de se relever une fois de plus, mais cette fois elle n'y arrive pas. Kiko lâche son arme parce que son bras a été cassé et tordu en forme de Tetris. Elle crie de douleur tandis que le Keiju fait repousser ses cornes détruites et commence à accumuler de l'énergie en elle. 4 yeux dans le contrôle voient cela à travers le drone, et elle informe immédiatement Mina et Oshina que le Keiju a régénéré les parties offensives de son corps qu'ils avaient coupées. Oshina panique et espère qu'ils arriveront à temps. Pendant ce temps, le Keiju rassemble son énergie entre ses cornes pour attaquer Kiko, qui a accepté son sort. Elle s'excuse auprès de son père de ne pas avoir été parfaite jusqu'à la fin et commence à pleurer. Entre-temps, le Keiju a complètement chargé sa boule d'énergie, et il la tire vers Kiko. Cependant, avant qu'elle ne puisse l'atteindre, Kafka se place devant Kiko et lui dit qu'elle a fait du bon travail. Elle est abasourdie en le voyant là, et l'instant d'après, la boule d'énergie les frappe. Elle cause d'énormes destructions dans la zone autour d'eux, mais Kiko est complètement indemne parce que Kafka a bloqué l'impact en transformant ses bras en forme de Keiju. Il transforme tout son corps en forme de Keiju et dit à Kiko de le laisser s'occuper du reste. D'un autre côté, les autres participants évacuent la zone de test, et Ishikawa s'inquiète pour Kafka, qui a disparu quand les Keiju ont commencé à ressusciter. Ishikawa sait que Kafka se transformera en Keiju pour sauver Kiko même si cela signifie qu'il risque de se faire tuer par les forces de défense. De retour à l'endroit de Kafka, Kiko ne peut pas comprendre ce qu'elle voit, puis Kafka bondit vers elle. Elle panique, mais il veut juste la supplier de ne pas le dénoncer à quiconque. En arrière-plan, le grand Keiju a commencé à charger une autre boule d'énergie, et il la tire vers Kafka, qui l'écarte simplement vers la bordure de la zone de test. Kafka dit à Kiko qu'il lui expliquera les détails plus tard, et qu'elle devrait juste se détendre maintenant parce qu'il ne lui faudra pas plus de quelques secondes pour régler le Keiju. Il commence à canaliser sa force, et les drones enregistrent les lectures. 4 ne peut pas croire qu'un nouveau Keiju est apparu sur les lieux, et en plus, son indice de résistance est un incroyable 9,8. Elle ne peut pas le confirmer visuellement mais le rapporte à Oshina, qui pense que les capteurs ont mal fonctionné à cause de l'explosion, car s'il y a un Keiju avec un indice de résistance de 9,8, alors c'est le Keiju le plus fort que l'humanité ait jamais vu. De retour sur le champ de bataille, Kafka est prêt à détruire le grand Keiju d'un seul coup. Son corps se modifie pour lui donner une traction supplémentaire et des propulseurs derrière ses bras pour maximiser l'impact de son coup de poing. Le grand Keiju court vers lui et essaie de le frapper, mais Kafka rencontre son coup de poing avec le sien. Le coup de poing de Kafka submerge le Keiju, envoyant d'abord les muscles de son bras voler, puis les muscles de tout son corps. Le Keiju est réduit en miettes, et quand la poussière se dissipe, seules ses 2 pattes arrière sont au sol tandis que tout le reste tombe du ciel comme une pluie de sang et de tissu corporel. Kiko regarde cela, abasourdi par la destruction devant elle. Kafka dit avec assurance au Keiju de revenir à la vie après ça, et les organes commencent immédiatement à montrer des mouvements. Il panique et se rétracte, suppliant le Keiju de ne pas revenir à la vie, et il tombe étonnamment mort pour de bon. Kafka se retourne alors soudainement et se précipite vers Kiko, la sauvant d'un Keiju qui allait l'attaquer par derrière. Il révèle son visage sous sa transformation et sourit à Kiko, disant qu'il est content qu'elle aille bien. Il lui dit de ne plus se mettre dans des situations imprudentes comme ça, et soudain Ishikawa arrive là et lui donne un coup de karaté sur la tête, disant qu'il devrait essayer d'intégrer ce conseil dans sa vie aussi. Alors qu'Ishikawa fait la leçon à Kafka sur son imprudence et sa transformation en Keiju lorsque des officiers des forces de défense sont présents à proximité, Kiko s'effondre. Ils évacuent les lieux, et bientôt Mina et Oshina arrivent sur les lieux du carnage. Cela leur rappelle le Keiju démoli qu'ils ont vu il y a 3 mois. Il s'est passé beaucoup de choses étranges cette fois, et Mina dit à tout le monde de se concentrer sur le nettoyage pendant qu'elle va nettoyer les Keiju mutés restants. Pendant ce temps, Kafka est de retour à l'hôpital avec quelques fractures, et Ishikawa s'occupe de lui. Mina leur rend visite et les remercie d'avoir ramené Kiko saine et sauve au centre de secours. Elle les salue et part, et Kafka ne peut pas se résoudre à l'appeler parce qu'il veut attendre de devenir officier. D'un autre côté, Kiko reçoit un traitement en utilisant l'équipement médical le plus avancé, et quand elle se réveille, elle trouve Oshina là pour elle. Il la remercie d'avoir vaincu l'énorme Keiju ressuscité qui a maintenu les pertes à un minimum. Kiko hésite en entendant cela, mais elle se souvient qu'elle doit garder le secret de Kafka, alors elle déclare que c'est elle qui a tué l'énorme Keiju. D'un autre côté, le salaud de champignon est dans des toilettes publiques, écoutant les nouvelles sur comment il n'y a eu aucun décès lors de l'examen malgré la résurrection des Keiju. Il ne peut pas le croire et se demande si les capitaines sont si forts qu'ils peuvent sauver tout le monde si rapidement. Soudain, il reçoit un appel lui disant que la pause est terminée, et le Keiju se transforme en homme, se plaignant que les humains sont si pointilleux sur le temps.
Il met ses vêtements et sort, disant à ses collègues qu'il avait juste mal au ventre. Par coïncidence, il travaille dans la même entreprise de nettoyage de monstres que Kafka et Ishikawa, et personne ne soupçonne rien de son incapacité à contrôler son corps. Quelques jours ont passé, et les résultats des examens des forces de défense vont bientôt être annoncés. Kafka panique, craignant d'échouer cette fois aussi, et alors qu'Ishikawa lui dit de se calmer, ils reçoivent soudain leurs résultats par courrier. Ils sont tous les deux nerveux. Kafka ouvre nerveusement la lettre, et ses yeux s'écarquillent de surprise en lisant son contenu. Le lendemain, tous les anciens étudiants sont rassemblés au siège des forces de défense. Izumo et Aoi ont réussi avec tous les autres favoris, mais Kafka est absent. Kiko entre dans la pièce en retard, et une fille se précipite pour la féliciter parce qu'elle a obtenu la première place au résultat de l'examen. Le rouquin Yaru entre en collision avec Ishikawa et reconnaît immédiatement le gars avec l'oncle. Ils se présentent l'un à l'autre et deviennent rapidement amis. Yaru lui demande ce qui est arrivé à Kafka, et Ishikawa est nerveux sur ce qu'il doit lui dire. Bientôt, la capitaine Mina entre dans la pièce, et la cérémonie d'intronisation commence. Kiko est appelée sur scène en tant que représentante de la nouvelle classe, et Mina lui donne le serment tout en déclarant que les 27 personnes sélectionnées lors du test sont maintenant des officiers travaillant pour les forces de défense. Kiko prend les papiers et salue Mina, jurant qu'ils donneront leur vie pour protéger leur pays. Mina la remercie d'avoir si bien géré la situation pendant le test, et Kiko est prise au dépourvu en entendant cela car elle se sent coupable d'avoir pris le crédit des actions de Kafka. Elle regarde les gens rassemblés en dessous et se demande pourquoi Kafka n'est pas parmi eux. Soudain, Kafka entre nerveusement dans la pièce, s'excusant auprès de tout le monde pour son retard, ce qui amuse tout le monde. Il s'avère qu'au départ, Kafka avait échoué au test. Lorsque Mina et les autres officiers se sont réunis pour évaluer les candidats, tout le monde était d'accord pour dire que Kafka manquait des capacités physiques pour être officier, et il ne pouvait même pas tirer la puissance de sa combinaison. Mina était sur le point de rendre son verdict quand soudain Oshina a déclaré qu'il prendrait Kafka. Il a dit que même si Kafka est faible par lui-même, lors du test, il a été un grand soutien pour tout le monde. Il pouvait identifier la faiblesse des Keiju et aider tout le monde sans se soucier de son nombre de kills. Bien que Kafka ne devienne peut-être jamais un officier à temps plein après une promotion, il mérite encore une chance équitable d'être formé en tant que cadet. Alors que Mina se souvient de cela, elle sourit doucement à lui. Elle annonce que Kafka n'est inscrit que comme cadet, alors elle l'a fait s'asseoir pendant la cérémonie d'intronisation des officiers. Tous les acteurs majeurs sont surpris par cette exception, mais ils savaient que Kafka réussirait. Après cela, Mina s'adresse à tout le monde et les remercie d'avoir réussi le test difficile pour devenir officier des forces de défense. Elle leur demande de lui confier leur vie car elle va les mener au front sur le champ de bataille. Kafka déclare soudain qu'il sera aussi bientôt aux côtés de Mina, et toute la pièce est stupéfaite. Il se demande quel est le problème avec ce gars et comment il a laissé ses pensées intrusives l'emporter dans une situation aussi sérieuse. Kafka s'en rend compte aussi quelques secondes plus tard, et c'est au tour de Mina de le discipliner en tant qu'officier supérieur. Pour avoir parlé à tort et à travers et manqué de respect à son supérieur, elle le punit en lui faisant faire sans pompe. Kafka panique, mais Oshina éclate de rire, disant que c'était la principale raison pour laquelle il a sélectionné ce gars. Il dit à Mina qu'elle est trop douce avec le cadet, mais elle part avec un sourire subtil sur son visage. Oshina regarde alors Kafka sur le sol et pense qu'il y a plus d'une raison pour laquelle il le voulait. Lorsque les Keiju ont ressuscité pendant le test, il y avait un Keiju dont l'indice de résistance était de 9,8. Oshina pense que c'était probablement un capteur défectueux, mais apparemment, au moment exact où le monstrueux Keiju est apparu, la combinaison de Kafka a cessé d'envoyer des signaux. Oshina soupçonne qu'il y a quelque chose d'étrange avec Kafka, et c'est pourquoi il prévoit de le garder près de lui pour découvrir ce que c'est. Sur le sol, Kafka a dépensé toute son énergie à faire seulement 100 pompes, et il tombe alors que tout le monde l'encourage. Kiko vient à lui et lui demande de la suivre pour parler en privé, mais tout le monde commence à lui demander si elle prévoit d'avouer son amour à Kafka. Elle est dégoûtée rien que par l'idée, et Kafka ne comprend même pas ce qu'elle veut dire. Heureusement, Ishikawa a suffisamment de neurones pour compenser pour lui, et il l'emmène parler avec Kiko à l'extérieur du campus. Là, Kafka lui dit qu'il a mangé un Keiju et est devenu un, et elle ne peut pas le croire. Elle l'appelle un glouton, et il répond qu'il ne l'a pas mangé exprès. Kafka dit que peut-être s'il informe les forces de défense, il pourrait le guérir, mais Kiko lui dit que ce sera impossible. Même s'il n'est pas tué immédiatement, il sera soumis à des expériences jour après jour et ne sera jamais autorisé à travailler comme membre des forces de défense. Non seulement cela, Kiko croit qu'une fois le Keiju aussi fort que Kafka tué, ses parties corporelles seront utilisées pour fabriquer des armes spéciales. Il panique en entendant tout cela et la supplie de garder son secret. Elle le repousse avant d'accepter sa demande parce qu'elle lui doit la vie. Cependant, elle avertit aussi Kafka que s'il devient un jour une menace pour l'humanité, elle le tuera immédiatement. Plus tard, leur entraînement commence, et Ishikawa entre sur le site d'entraînement. Il se cache derrière un tas de décombres et tire sur une cible qui apparaît à côté de lui.
Il y a plus de cibles cachées dans tout le site d'entraînement, et il les abat une par une. Le superviseur déclare qu'Ishikawa a terminé son entraînement en 2 minutes et demie et a libéré environ 18% de la puissance de sa combinaison de combat. Tout le monde est impressionné parce qu'Ishikawa a progressé rapidement depuis le début de l'entraînement, et il bat ses records personnels à chaque fois. Cela enflamme l'esprit de compétition d'Hyaru, et quand il charge dans la zone d'entraînement, il abat rapidement toutes les cibles. Il obtient un temps de 2 minutes et 15 secondes et une puissance de combat de 20%. Hyaru est heureux d'entendre cela et dit avec suffisance à Ishikawa qu'il a encore gagné. Cependant, pendant qu'il se disputait avec Ishikawa, Kiko a déjà terminé le régime d'entraînement avec une puissance de combat de 55%. Elle taquine les garçons en disant que leurs scores combinés sont inférieurs aux siens. D'un autre côté, Izumo et Aoi sont en compétition l'un contre l'autre parce qu'ils sont très proches en termes de capacité physique et globale. Alors que tous les grands noms se baignent dans l'esprit de compétition, Kafka a aussi terminé son entraînement. Il a pris plus de 6 minutes et 40 secondes pour cela et n'a libéré que 1% de sa puissance de combat. Bien que complètement à bout de souffle, il célèbre le fait d'avoir réussi à terminer l'entraînement et dérange même Kiko en lui demandant si elle a vu à quelle vitesse il progresse. Oshina lui dit d'arrêter de faire l'idiot parce qu'à ce rythme, il sera viré dans 3 mois, et Kafka panique. Oshina ordonne alors à tout le monde de courir 10 tours autour de la zone d'entraînement et déclare que c'est tout pour aujourd'hui. Tout le monde prend une douche après cela, et Kafka est mort de fatigue à cause des tours supplémentaires. Ishikawa et Hyaru rivalisent sur leur physique, et Kafka décide de leur montrer à quoi ressemble le corps d'un vrai homme. Hyaru est impressionné par ses muscles volumineux, mais dès que Kafka relâche son souffle, ses abdominaux bien toniques se transforment en ventre de bière. Hyaru commence à rire de lui pour avoir un ventre de bébé même s'il est un homme, et Kafka lui dit que son commentaire est offensant pour toutes les personnes transgères. Il continue à se chamailler jusqu'à ce qu'Aoi arrive sur les lieux et les mette tous à l'ombre avec ses muscles. Tout le monde saute dans la piscine pour cacher leur corps maigre, et Kafka pense que vivre comme ça est plutôt amusant. D'un autre côté, Kiko et les autres filles reviennent aussi de la douche, et elles trouvent Mina en train de boire du lait dans la zone de blanchisserie. Elle leur dit qu'il n'est pas nécessaire d'être formelle, alors les filles s'occupent de leurs tâches. Kiko met ses vêtements dans les machines à laver, mais elle ne peut s'empêcher de fixer les muscles bien toniques de Mina. Mina la remarque, et Kiko, confuse, lui demande quel genre d'entraînement elle a fait. Elle se lève et décide de montrer à Kiko les bases de sa routine d'entraînement. De retour dans les bains des garçons, Hyaru révèle qu'il a toujours voulu rejoindre les forces de défense depuis le jour où Mina l'a sauvé d'un keiju pendant son collège. Il affirme qu'elle a été son idole depuis, et il veut devenir comme elle. Tout le monde dit la même chose, et quand Kafka leur dit qu'il est l'ami d'enfance de Mina et qu'ils ont promis de rejoindre ensemble les forces de défense, les garçons paniquent. Il est nerveux et veut retourner dans sa chambre, mais les garçons s'accrochent à lui et lui demandent menaçamment de partager les détails. Leur entraînement continue après cela, comprenant à la fois des exercices physiques et un entraînement stratégique sur la façon de combattre les keiju. Ils se disputent entre eux et rivalisent pour devenir meilleurs. Kafka met tout son cœur à devenir plus fort, mais malgré cela, il est toujours le plus faible du groupe. Cependant, tout le monde le soutient pour qu'il fasse de son mieux. Une nuit, alors que tout le monde dort, Kafka sort de sa chambre pour étudier parce qu'il sait qu'il doit travailler plus dur que les autres. Oshina le trouve là, et bien que Kafka soit d'abord choqué, il lui dit qu'il ne peut pas se permettre d'être viré. Oshina sait que Mina est la raison derrière la motivation de Kafka, et il n'hésite pas à l'affirmer. Il dit qu'il a promis qu'il se battrait aux côtés de Mina, et Oshina lui demande s'il veut prendre sa place en tant que vice-capitaine. Kafka dit qu'il fera de son mieux pour cela, et bien que Oshina soit énervé, il lui donne la clé de la salle d'études pour qu'il puisse faire de son mieux. Kafka le remercie, mais Oshina lui conseille soudain de ne pas être si proche de ses camarades officiers parce que tout peut arriver à n'importe qui ici. Soudain, une alarme d'urgence retentit, et tout le monde se réveille, réalisant que ce n'est pas un exercice. Oshina dit à Kafka que c'est ce dont il parlait et lui demande de se préparer parce que c'est l'heure de sa première mission. Il est 3 heures du matin, et Mina a convoqué une réunion d'urgence pour discuter de la menace en cours. Katryo lui dit que l'évacuation des citoyens a commencé il y a 15 minutes. L'épicentre de l'attaque du keiju est dans la région de Sagamiara, et les forces de défense et l'armée aident les citoyens paniqués à évacuer. L'armée a aussi établi une base temporaire dans un supermarché local et surveille constamment la situation. Katryo dit à Mina que le keiju est probablement entré dans sa phase de reproduction, ce qui doit être la raison pour laquelle il a émergé du sol si abruptement. Non seulement cela, un grand nombre de petits keiju ont surgi tout autour. Mina élabore une stratégie pour vaincre le grand keiju elle-même tout en laissant les plus petits à son équipe. Elle établit aussi un poste de sniper d'où ils peuvent facilement suivre les mouvements des keiju et les neutraliser à distance. Elle souhaite bonne chance à ses coéquipiers et les salue, et ils lui rendent son salut. Bientôt, des camions blindés sont déployés, avec Oshina menant personnellement les nouvelles recrues au combat. Alors que tout le monde est un peu nerveux, Kafka est pire que tout le monde et commence à vomir à cause de son anxiété, dégoûtant tout le monde. Pendant ce temps,
le bataillon d'artillerie anti-Keju s'est positionné et a pointé des missiles sur le géant Keju. L'équipe de Oshina est au point E, qui est le poste de sniper désigné. Kafka se sent mieux maintenant, mais la vue de l'énorme Keju ressemblant à un champignon l'inquiète beaucoup. Le géant Keju crache ses spores et génère ensuite des tonnes de petits Keju champignons. Oshina dit à son équipe que leur rôle est de s'occuper des petits monstres et de s'assurer qu'ils ne sortent pas de la zone de neutralisation et n'entrent pas dans des installations importantes. Comme son équipe est entièrement composée de nouvelles recrues, elles sont positionnées en dernier et sont donc aussi la dernière ligne de défense. Il dit à tout le monde que leurs scores à l'entraînement pratique n'ont pas d'importance ici et leur demande de montrer ce dont ils sont capables. Yaru crie fort pour exprimer son excitation, et cela crée une vague où tous les garçons crient à l'unisson. Ishikawa appelle Kafka, disant que c'est le moment de vérité, et il est d'accord parce que c'est sa chance de prouver ses capacités sur le champ de bataille et d'éviter d'être viré. Il est nerveux mais tout aussi excité, et Ishikawa lui dit qu'ils feront en sorte que leur première mission soit un grand succès. Bientôt, les petits Keju entrent dans la zone E, et toutes les recrues sautent du bâtiment pour les affronter. Enfin, tout le monde sauf Kafka, qui descend prudemment pour éviter de se casser les os avant même que la mission ne commence. D'un autre côté, Mina a aussi atteint le point de sniper, et Katryu ordonne à toutes les équipes d'attirer le géant Keju dans sa ligne de tir. L'unité d'artillerie tire d'abord ses roquettes sur le géant Keju, puis les forces aériennes ouvrent aussi le feu. Cela fait changer la direction du Keju loin des roquettes. Pendant ce temps, Kafka et les autres attendent que les petits Keju apparaissent. Kafka se sent confiant et pense qu'il peut réussir à libérer une puissance de combat significative de sa combinaison, mais pendant qu'il fait cela, un Keju arrive et l'envoie voler dans une décharge. Kiko lui crie de rester en arrière parce qu'il ne peut commander que 1% de la puissance de la combinaison. Soudain, leurs supérieurs commencent à maudire leur chance parce qu'ils sont coincés à s'occuper des nouveaux. Cela met Kiko en colère, et elle fait immédiatement exploser la tête d'un Keju d'un seul tir. Elle commence son assaut, détruisant absolument les Keju, ce qui choque le supérieur arrogant. Kafka lui donne aussi un pouce levé, et bien que Kiko essaie d'agir comme si cela n'avait pas d'importance pour elle, sa combinaison détecte clairement une augmentation anormale de son rythme cardiaque. Dans un autre endroit, l'équipe F a réussi à faire tomber un Keju à genoux, et Yaru lui fait exploser la tête. Il essaie de le montrer à Ishikawa, mais quand il se retourne, il est choqué de voir qu'Ishikawa a vaincu un Keju tout seul. Ishikawa révèle qu'il a changé les balles explosives pour des balles gelantes dans son arme, ce qui l'a aidé à arrêter le Keju de bouger, et il croit que c'est le style de chasse unique qu'il doit perfectionner. Dans la zone J, Aoi affronte un Keju tout seul. Il esquive son attaque et commence à tirer rapidement, détruisant tout son corps. Izumo essaie aussi d'abattre quelques petits Keju, mais soit ils sont trop rapides, soit il a appris à tirer comme un Stormtrooper. Il décide d'improviser et tire sur un poteau électrique, le faisant tomber et bloquer le chemin des Keju. Avec ça, il abat facilement tous les Keju. Les supérieurs sont choqués par la performance que les nouveaux montrent, et même le chef de peloton remarque qu'il dépasse ses attentes. Cependant, Izumo et Aoi ne font que rivaliser pour voir qui peut chasser le plus de monstres. D'autres recrues performent aussi bien, et bientôt la zone J est débarrassée de tous les petits Keju. Kafka ne peut qu'être étonné en entendant ce rapport, puis il entend que même la zone F a été nettoyée grâce à Ishikawa et Yaru. Il sent qu'il est laissé pour compte et se demande s'il y a quelque chose qu'il peut faire. Il a soudain une idée en se souvenant que le supérieur parlait de comment ils ne connaissent pas encore le point faible du Keju. Kafka remarque le corps d'un Keju mort derrière lui et décide de contribuer au combat de la seule manière qu'il peut. Il commence à déchirer facilement le corps du Keju grâce aux 1% de puissance de la combinaison qu'il a réussi à libérer. Il est émerveillé par la performance de la combinaison et souhaite qu'ils en donnent à ceux qui font le nettoyage. Il coupe l'intérieur du Keju et trouve que c'est un monstre fongique assez standard, mais le noyau n'est pas là où il est habituellement. Il cherche autour le noyau et contacte immédiatement Oshina à propos de sa découverte. Kafka dit à Oshina que le noyau du Keju est situé à la base de son cou, mais il est protégé par des muscles durs, donc le frapper sur les côtés sera le plus efficace. Oshina est impressionné, mais Kafka révèle alors un fait surprenant. Il dit que même les petits Keju ont des organes reproducteurs, et s'ils ne les détruisent pas, ils pourraient continuer à réapparaître. Oshina dit à Kafka qu'il a fait un sacré bon travail et demande ensuite à Katryu de transmettre l'information à tout le monde. Kafka est fier d'avoir vraiment aidé les forces de défense, puis il se dirige immédiatement pour neutraliser les parties reproductrices des Keju vaincus, déterminé à faire ce qu'il faut jusqu'à ce qu'il puisse se tenir aux côtés de Mina. Soudain, il entend une énorme explosion derrière lui et se retourne pour voir que l'artillerie et les hélicoptères ont conduit le géant Keju dans la zone de combat désignée. Les hélicoptères se retirent, puis toutes les équipes dans la zone de combat tirent sur les jambes du Keju pour l'immobiliser. C'est l'occasion pour Mina de briller, et elle pointe un canon de sniper géant sur le Keju. Elle verrouille la cible et calibre son arme pour toutes les variables, puis se prépare à tirer en pensant à Kafka. Elle commence à charger l'arme, et sa puissance de combat libérée atteint un énorme 96% avant qu'elle ne presse la détente.
Le tir d'énergie vole vers le Keiju et souffle un trou gigantesque à travers son corps, exposant clairement son noyau. Toutes les recrues sont abasourdies par cette démonstration de puissance, mais personne plus que Kafka. Mina charge le deuxième tour et tire sur la tête du Keiju, la démolissant complètement. Le Keiju tombe, faisant trembler la terre pendant quelques secondes, mais Mina n'a pas encore fini avec lui. Elle charge un troisième tour et tire sur le corps mort du Keiju. Katryo s'exclame que le Keiju a complètement cessé de bouger, mais Mina charge un cinquième tour aussi. Tout le monde est choqué, et Katryo lui dit qu'il n'y a pas besoin de ça, mais Mina demande simplement le signal vert. Une fois qu'elle le reçoit, elle tire. Oshina arrive là, demandant s'il prévoit d'abandonner l'idée de se tenir aux côtés de Mina maintenant. Kafka lui demande s'il peut lui-même égaler la puissance de Mina, et il nie clairement, déclarant qu'il n'est pas bon avec les gros. Juste au moment où il est sur le point de parler des petits monstres, un Keiju saute derrière lui. Kafka pointe son arme sur lui, mais Oshina sort simplement sa lame et la dégaine, et l'instant d'après, le Keiju est soigneusement coupé en 20 morceaux. Kafka est stupéfait, puis Oshina lui montre sa lame, disant qu'il vient d'une longue lignée de chasseurs de Keiju, donc il est probablement le meilleur pour s'occuper des Keiju de taille moyenne et petit. Soudain, un autre tir d'énergie vole vers le géant Keiju, puis Mina dit à Oshina qu'elle a fini maintenant. Cependant, pour Oshina et les autres, le spectacle ne fait que commencer parce que les milliers de petits Keiju à l'intérieur du corps du principal commencent à s'éveiller maintenant. Leur armée massive inonde les rues, et Oshina dit à ses subordonnés qu'ils devraient rapidement nettoyer les petites frites et retourner à la base à temps pour le petit déjeuner. Izumo et Aoi pensent que c'est facile à dire pour lui, et c'est l'occasion pour leurs supérieurs de leur montrer que l'endurance est aussi importante que la puissance de feu dans ce métier. Alors que les supérieurs se précipitent à l'action, le commandant de peloton arrive derrière les deux garçons, leur disant qu'ils sont libres de se retirer maintenant. Ils ne vont pas abandonner, mais toutes les nouvelles recrues sont fatiguées, et Katryo peut le voir sur son écran. Cependant, Oshina croit que seuls ceux qui peuvent endurer cette situation et avancer atteindront le niveau suivant. La plupart des gens qui rejoignent les forces de défense prennent leur retraite lorsque leur puissance de combat atteint 20 à 30%, mais ceux qui peuvent franchir cette barrière atteignent le rang de capitaine. Oshina sait que Kiko a déjà franchi cette barrière, et selon lui, le prochain sera Ishikawa, qui a neutralisé les Keiju sans l'aide de personne. Cependant, Ishikawa est vraiment épuisé maintenant, mais malgré cela, il se précipite vers la zone de combat principale avec Yaru, qui est jaloux de ses progrès. En chemin, il remarque un gars portant la veste de l'entreprise de nettoyage regardant les cadavres de Keiju. Yaru lui dit de sortir de la zone car c'est dangereux, mais l'homme continue à divaguer sur comment les organes reproducteurs qu'il a mis dans les Keiju ont été détruits. Il dit que peut-être que quelqu'un dans les forces de défense sait tout sur les Keiju et se tourne pour demander aux deux garçons s'ils savent quelque chose tandis que son visage commence à se transformer spontanément. Ne pouvant pas voir cela clairement, Yaru lui dit de sortir immédiatement de la zone de danger car l'équipe de nettoyage est nécessaire plus tard. L'homme se lève simplement et le regarde avec ses yeux de poisson mort avant de pointer vers lui. Ishikawa remarque que quelque chose arrive, alors il avertit Yaru juste à temps, mais l'homme Keiju lui tire quelque chose du doigt au cœur. Mais il souffre encore beaucoup et perd rapidement du sang de la blessure. Ishikawa va le calmer et lui dit d'utiliser sa combinaison pour arrêter le saignement. Il regarde l'homme mystérieux devant eux, qui bouillonne et se transforme en Keiju champignon. Ishikawa est choqué et remarque que c'est le même que celui de l'examen qui a vaincu Kiko. Le Keiju champignon dit qu'il les emmènera comme échantillons vivants pour la recherche, et Ishikawa essaie de contacter son chef de peloton pour des renforts. Cependant, son dispositif de communication a cessé de fonctionner à cause d'une barrière érigée par le Keiju. Il explique qu'il a compris comment les humains communiquent, et il a trouvé cette technique pour cacher sa présence d'eux. Il tire sur Ishikawa, qui essaie d'esquiver son attaque, mais les balles sont trop rapides, et il est touché à l'abdomen et à la cuisse. Cependant, le Keiju champignon est déçu que ses tirs ne touchent pas. Plus tôt, quand Ishikawa et Kafka parlaient à Kiko dans le café, elle les avait avertis à propos du Keiju champignon. Elle leur avait dit qu'il peut sembler qu'il attaque de nulle part, mais il pompe sa masse corporelle à travers son doigt, et s'ils regardent de près, ils peuvent éviter son attaque. C'est exactement ce qu'Ishikawa fait, et il esquive une balle du Keiju avant de riposter. Le Keiju la bloque avec son bras, et la balle commence à geler la zone autour. Ishikawa dit à Yaru de courir vers les autres et d'appeler des renforts, et il demande pourquoi il devrait être celui qui s'enfuit. L'instant d'après, Ishikawa le plaque et le sauve d'une balle visant sa poitrine, qui ne fait que l'effleurer au bras. Yaru crie de douleur, puis Ishikawa lui dit de partir. Il n'a plus d'excuse pour ne pas obéir à son ordre maintenant et s'enfuit, laissant Ishikawa seul pour affronter le Keiju. Ishikawa est terrifié parce que même Kiko n'a pas pu s'occuper du Keiju champignon. Il sait qu'il n'a aucune chance du tout quand ils atteignent 20 à 30% de potentiel, et seulement quelques personnes peuvent franchir ce mur. Yaru est coincé à 20% depuis quelques semaines maintenant, mais Ishikawa l'a dépassé comme si de rien n'était, et cela le frustre énormément. Pendant ce temps, le Keiju esquive toutes les balles d'Ishikawa et apparaît juste devant lui.
Il remarque qu'Ishikawa sait des choses sur lui, alors il décide de lui montrer quelque chose de nouveau. Il fait pousser des bras derrière son dos et prépare tous ses doigts pour lui tirer dessus. À ce moment précis, Yaru arrive de nulle part et emporte Ishikawa en sécurité. Ishikawa lui demande pourquoi il est là, et alors qu'Yaru saigne, il se souvient du jour où il a été sauvé par Mina. Il pense que rien n'a changé depuis ce jour, et il est toujours un faible qui doit être sauvé par les autres. Yaru déclare qu'il ne sera plus celui qui a besoin d'être sauvé, et le Keiju comprend enfin leur plan. Il dit aux garçons que leur plan de s'échapper et d'appeler de l'aide aurait échoué parce que rien ne peut quitter son domaine sans sa permission. Yaru voit une lueur d'espoir dans cette déclaration et dit à Ishikawa qu'ils n'ont d'autre choix que de se battre maintenant. Il se lève et dit à Ishikawa qu'ils devraient abattre ensemble le salaud de champignons. Cependant, il sait qu'il n'est pas en bonne forme, alors il se porte volontaire pour soutenir Ishikawa et créer une ouverture pour qu'il puisse tirer efficacement. Ishikawa est d'accord et commence à courir vers le Keiju tandis que Yaru tire sur lui pour le distraire. Le Keiju esquive la balle, mais il s'avère que c'est une balle électrique spéciale qui électrocute le bras du Keiju même à distance et ralentit ses mouvements. Le Keiju champignon décide de s'occuper de lui en premier, mais cette fois Yaru est aussi conscient de son schéma d'attaque et esquive sa balle. Le Keiju est confus maintenant, mais Yaru frappe sa jambe avec la balle électrique, créant une chance pour Ishikawa, qui libère son potentiel de combat maximum. Il tire sur le Keiju champignon jusqu'à ce que son arme soit à court de munitions, et les fragments du Keiju éclaboussent partout. Cependant, quand la poussière se dissipe, il est choqué de voir qu'il n'a même pas touché le Keiju champignon, qui a utilisé les Keiju morts derrière lui comme bouclier de chair. Il émerge de l'intérieur du Keiju avec tous ses doigts chargés pour en finir avec Ishikawa avec la prochaine attaque. Les balles du Keiju frappent Ishikawa à bout portant, et il commence à perdre conscience. Pendant ce temps, Oshina supervise les autres cadets quand le Keiju lève la tête et demande s'il est le Keiju numéro 8 dont tout le monde parle. Kafka place Ishikawa dans un coin et lui dit qu'il faudra un peu plus de temps pour s'échapper d'ici. Il demande à Ishikawa de se calmer et de fermer ses blessures une par une en utilisant la combinaison, puis rit en disant qu'il ne mérite pas de lui faire la leçon quand il ne peut même pas faire ça lui-même. Avec ça, Kafka marche vers le salaud de champignons, qui lui demande pourquoi il entrave sa mission quand il est aussi un Keiju. Il remarque que Kafka est plus fort que prévu, donc il doit obtenir son corps mort pour l'étudier. Il tire sur Kafka et réussit à percer sa peau dure de Keiju avec une balle. Cependant, le Keiju champignon réalise que le tuer ne sera pas si facile, alors il fait pousser des centaines de bras de son dos, tous prêts à tirer sur lui. Eh bien, maintenant Kafka est en colère d'apprendre que le champignon tirait sur ses amis avec cette attaque tout ce temps. Quand le salaud de champignon lui tire dessus, Kafka libère simplement son énergie et rugit fort, neutralisant toutes ses balles en l'air. Tout le monde est choqué de voir cela, puis Kafka s'approche rapidement du Keiju champignon et le frappe avec une série de coups de poing terrifiants. Le Keiju champignon subit des dégâts, alors il utilise le mur de cadavres pour gagner du temps et se soigner. Kafka déchire facilement ce mur, et le Keiju utilise tous les moyens possibles pour éviter un coup direct de lui parce qu'il sait que ça pourrait le tuer. Kafka continue à le repousser et déchire ses bras défensifs avec ses coups de poing. Le Keiju réalise que c'est quelque chose qu'il ne peut pas gérer et prévoit de battre en retraite, mais Kafka ne lui laisse aucune chance et le frappe avec un coup puissant. Il découvre son noyau avec ça aussi, et modifie son corps pour utiliser son attaque la plus destructrice. Avec son coup de poing ultime, Kafka envoie le Keiju champignon s'écraser à travers la moitié de la ville et détruit suffisamment son corps pour exposer son noyau. Le Keiju champignon est allongé impuissant sur le sol, et Kafka arrive là pour en finir avec lui. Juste à ce moment, les troupes des forces de défense l'entourent et signalent sa présence à tout le monde, et maintenant il est nerveux. D'un autre côté, Kiko a du mal à abattre un Keiju, mais son arme ne lui donne pas assez de puissance, alors elle attrape un panneau de signalisation sur la route et fend le Keiju en deux avec un seul coup. Avec ça, elle se demande jusqu'où Kafka est allé. Plus tôt, quand ils ont appris qu'Ishikawa et Yaru étaient en difficulté, Kafka a décidé de les sauver. Il a dit à Kiko que s'ils sont avec un autre Keiju, il peut le sentir, puis s'est soudain transformé. Il a dit à Kiko de s'occuper des choses pendant son absence. Oshina est stimulé à agir avec ça, et il décide d'envoyer une équipe pour s'occuper de lui immédiatement. De retour à l'endroit de Kafka, il est nerveux d'être entouré par ses camarades des forces de défense, mais à cause de son manque de concentration, le Keiju champignon a eu assez de temps pour récupérer. Il saute loin de Kafka, disant qu'il comprend maintenant comment ses pouvoirs fonctionnent et promet de le tuer la prochaine fois. Kafka veut l'attaquer, mais le salaud de champignon attaque les deux membres des forces de défense pour les utiliser comme leurre. Kafka se précipite pour les sauver et prend les coups lui-même. Le Keiju champignon est surpris qu'il se comporte comme un humain malgré être un Keiju, puis se désintègre, disant à Kafka qu'ils se reverront. Kafka réalise aussi qu'il doit s'échapper maintenant, alors il frappe le sol pour créer un nuage de poussière et bondit haut dans le ciel en profitant de cette chance. Il regrette d'avoir laissé le Keiju champignon partir, mais au moins Ishikawa et Yaru sont en train d'être soignés maintenant. Il atteint une rue sombre pour récupérer,
mais Oshina le trouve là. Alors que Kafka se retourne pour voir le vice-capitaine, il réalise qu'il est foutu maintenant. Oshina alerte tout le monde sur l'emplacement du Keiju numéro 8 et dit qu'il paiera pour avoir joué avec ses hommes. Kiko et Ishikawa entendent aussi ça, et Ishikawa essaie de dire à Oshina qu'il fait une erreur, mais il ne peut pas parler. Oshina tranche Kafka avec son épée spéciale, et il esquive à peine son attaque. Kafka continue à fuir l'assaut du vice-capitaine, se rappelant comment il avait affirmé qu'il était le meilleur pour chasser les petits Keiju. Alors que Oshina s'approche de lui avec le désir de l'exterminer, Kafka réalise que lui survivre ne sera pas facile. Oshina commence à libérer la puissance de sa combinaison et demande l'approbation du personnel de soutien pour retirer les limiteurs de sa force. Avec l'approbation accordée, il libère 92% de son potentiel de combat et prend sa position, déclarant « Position ». Kafka transpire nerveusement parce qu'il ne veut pas utiliser ses points contre Oshina, où il sera pulvérisé. Cependant, il n'a pas le temps de s'inquiéter pour quelqu'un d'autre parce que, avant même qu'il ne puisse le remarquer, Oshina lui a infligé une profonde entaille à la poitrine et a sauté au-dessus de lui. Kafka réalise finalement que s'il retient ses coups ici, il ne survivra pas au combat. Oshina l'attaque à nouveau, et cette fois, Kafka l'esquive facilement. Oshina se jette simplement sur lui à grande vitesse et continue à le trancher, Kafka ne pouvant qu'à peine esquiver et bloquer ses attaques. Les attaques de Oshina sont trop rapides pour lui, et il subit des dégâts alors qu'il réalise qu'il ne peut pas égaler le vice-capitaine en termes de vitesse pure. Oshina continue à le repousser avec son assaut incessant. Kafka essaie de s'enfuir en courant sur les murs, mais Oshina le suit sans aucun problème et lui assène alors une très puissante entaille. Cette attaque lui arrache le bras et une grande partie de sa poitrine, exposant son noyau. Kafka régénère rapidement les parties du corps qu'il vient de perdre, mais cela lui fait réaliser que la régénération consomme beaucoup d'endurance. Il commence à s'enfuir parce que s'il prend encore quelques coups comme celui d'avant, il sera à court d'énergie. Oshina le poursuit et continue à balancer sa lame sur lui, et Kafka les bloque simplement avec ses poings. Cela surprend Oshina parce qu'il ne retient pas sa force, mais le Keiju numéro 8 peut assez bien le rivaliser. Il croit que son niveau de résistance doit être au-dessus de 8, ce qui en fait une catastrophe naturelle ambulante. Cependant, malgré cela, Oshina a eu un étrange pressentiment à propos de leur combat. Il ne s'en soucie pas beaucoup et prend un peu de distance avec sa cible. Il prend une position unique, tenant ses lames sur les côtés et les faisant vibrer si vite qu'elles deviennent oranges à mesure que leur température augmente. Puis, soudainement, il envoie 2 lames volantes vers Kafka, qui les esquive de justesse et perd même une jambe dans le processus. Les lames volantes n'étaient qu'une diversion, et Oshina est arrivé jusqu'à lui pour porter un coup fatal. Il frappe le noyau de Kafka de toutes ses forces, mais Kafka était préparé à ça. Il a formé une petite mâchoire dans sa poitrine qui mord la lame de Oshina et le coince. Kafka a encore subi des dégâts, mais heureusement, il a empêché les choses d'empirer. Il décide de contre-attaquer maintenant et concentre son énergie dans son poing. Oshina réalise qu'il est foutu, mais Kafka ne frappe que la poignée de son poignard, le forçant à le lâcher. Cependant, alors qu'il regarde devant lui, il constate que le Keiju numéro 8 a disparu. Il se tape le front, réalisant qu'il l'a laissé partir après avoir été si cool et arrogant plus tôt. Il signale son échec au capitaine et aux autres, qui ont déjà fini de nettoyer les petits Keiju de leur côté. Alors que Kiko entend cette nouvelle, elle se souvient comment Kafka, ou le Keiju numéro 8, l'a sauvé ce jour-là. Elle se demande si c'est bien pour elle de croire en lui quand soudain Kafka apparaît devant elle. Elle oublie ses doutes et ses inquiétudes en le voyant, et Kafka s'excuse de l'avoir inquiété. Kiko agit comme une tsundere classique et dit qu'elle ne s'inquiétait pas. Kafka commence alors à avancer, disant qu'Ishikawa et Yaru ont été gravement blessés, donc il doit aller vérifier leur état. Kiko l'arrête en tirant sur la sangle de son masque et lui demande ce qu'il peut même faire en allant vers eux. Elle l'assure qu'ils iront bien parce que les forces de défense ont commencé à utiliser la technologie de régénération des Keiju pour soigner ses officiers. Elle lui fait alors la leçon pour qu'il soit plus prudent parce que Oshina est perspicace, et il pourrait trouver un indice qui mène à lui. Pendant ce temps, Oshina médite sur sa défaite alors que tout le monde autour de lui nettoie les cadavres des Keiju. Mina arrive là et remarque que c'est vraiment rare de le voir abattu comme ça et prend même une photo pour l'embarrasser plus tard. Elle lui demande alors si le Keiju numéro 8 était fort, et il répond que c'était probablement un grand Keiju avec une résistance au-dessus de 8. Mina est choquée d'entendre ça, mais Oshina dit que heureusement, il n'y a pas eu de victime à cause du Keiju numéro 8, il ne semble pas du genre à attaquer les gens sans raison. Cela rappelle à Oshina le sentiment étrange qu'il a eu et comment le Keiju n'a attaqué que son arme et pas lui. Il pense aussi que tout dans ce combat ressemblait plus à combattre un humain et pas un Keiju. Mina lui dit que des choses comme ça n'ont pas d'importance, et elle s'occupera de tout Keiju qui se mettra en travers de son chemin. Soudain, ils reçoivent un rapport d'un de leurs coéquipiers qui leur dit que le Keiju humanoïde qui a attaqué Ishikawa et Yaru était le même que celui du site d'examen. Il ajoute que quand ils ont vu le Keiju pour la première fois, il était sous forme humaine. Cette nouvelle est le plus grand choc pour le capitaine et le vice-capitaine. En ce moment,
le Keiju à tête de champignon boitille sur une autoroute sous sa forme humaine. Une voiture arrive derrière lui, et quand il ne s'écarte pas après des coups de klaxon constants, le propriétaire de la voiture sort pour le confronter. Le salaud de champignon envisage de lui faire sauter la cervelle avec son jeu de doigts mais se contente de marcher vers lui et commence à se transformer en Keiju. Sa tête grossit, et il ouvre grand sa mâchoire, mangeant le pauvre homme et prenant sa forme. Il vole la voiture et continue à conduire, luttant toujours pour maintenir sa nouvelle forme. La radio de la voiture rapporte que le Keiju à tête de champignon a été désigné comme Keiju numéro 9 et marqué comme cible de neutralisation prioritaire. Cependant, il s'en fiche parce que tout ce à quoi il peut penser, ce sont des moyens de vaincre le Keiju numéro 8. D'un autre côté, Ishikawa ouvre les yeux dans une chambre d'hôpital avec Kafka et Kiko à ses côtés. Il a l'air un peu déçu de lui-même et dit à Kafka qu'il est content de le voir indemne. Kafka lui donne un coup de karaté et dit que c'est à lui de dire ça. Ishikawa remercie alors Kafka de l'avoir sauvé, lui et Yaru, et ils sont choqués d'entendre ça. La raison en est Yaru, qui est dans la même pièce, et il demande à Ishikawa pourquoi il remercie Kafka de les avoir sauvés parce que c'est le Keiju numéro 8 qui les a sauvés. Tout le monde panique, mais Kiko dit rapidement que Kafka a aidé tout le monde en découvrant que les Keiju avaient des organes reproducteurs. Heureusement, Yaru est assez simple d'esprit pour le croire. Il commence alors à parler de la force du Keiju numéro 8 et de comment il a simplement balayé le salaud à tête de champignon. Kafka est content de ses éloges, mais Yaru le remarque, et Kiko doit encore le couvrir. Bientôt, Yaru et Ishikawa sortent de l'hôpital, et leurs amis organisent une fête pour les accueillir. C'est en fait la fête pour célébrer leur première mission réussie, mais ils ont dû attendre que les deux blessés sortent de l'hôpital. La fête commence, et toute une escouade de serviteurs, menée par un chef vétéran, arrive là pour leur parler du bœuf de qualité supérieure qu'ils vont avoir aujourd'hui. Kafka et les autres sont choqués d'entendre ça, et le chef dit qu'ils ne peuvent pas traiter les invités d'Izumo avec moins que ça. Kafka est choqué et se demande si Izumo est vraiment si riche, et Kiko lui demande s'il ne sait pas déjà qu'Izumo est l'héritier d'Izumo Technologies, le plus grand fabricant d'armes anti-Keiju du pays. Kafka panique en entendant ça parce qu'Izumo Technologies crée aussi la combinaison qu'il porte, et Kiko ajoute qu'Izumo est encore plus riche que sa famille. Bientôt, Oshina arrive là et porte un toast, puis la fête commence. Tout le monde se met à boire et à manger, et Ishikawa remercie Oshina d'avoir aidé à rendre cette merveilleuse fête possible. Cependant, il a parlé trop tôt. Yaru et Kiko commencent à se quereller sur l'autre étant trop égoïste pour travailler en équipe, puis Aoi et Izumo commencent aussi à s'accuser de négliger les bases. Kafka est déjà ivre, et il s'accroche à Izumo, demandant si son entreprise lui a donné une combinaison défectueuse parce qu'il n'a même pas pu tuer un seul Keiju. Bientôt, d'autres personnes commencent aussi à se battre entre elles. Ishikawa pense que c'est mauvais, mais alors il remarque que tout le monde parle de la dernière mission et des erreurs qu'ils ont faites. Il réalise que cette tension et ce conflit sont une bonne chose parce que ça peut les aider à devenir plus forts et à surmonter leurs faiblesses. Eh bien, ce serait bien s'ils ne parlaient que de la mission, mais les choses deviennent vite personnelles. Aoi refuse de respecter Kafka même s'il est plus âgé que lui parce qu'il n'est pas assez fort, alors Kafka le défie à un bras de fer. Tout le monde commence aussi à en venir aux mains, et Ishikawa ne peut que regarder ça, abasourdi. Oshina rit en voyant ça, et Katryo dit que c'est la tradition annuelle ici. Plus tard, Izumo va parler au chef en privé, qui est content qu'il l'ait appelé pour les servir ici. C'est un vieil employé de la famille qui connaît les conflits internes de la famille. Il demande à Izumo s'il a été en contact avec son père récemment, et il répond qu'il ne lui a pas parlé depuis qu'il a quitté la maison. Soudain, Aoi arrive là, et Izumo se demande s'il a entendu leur conversation privée. Aoi dit simplement qu'il cherchait les toilettes et s'en va, et Izumo décide de le laisser passer parce qu'il ne semble pas trop curieux. De retour à la fête, Oshina a une annonce. Il dit à Kafka qu'à cause de sa découverte sur le champ de bataille l'autre jour, il a sauvé de nombreuses vies. Son accomplissement a été noté par les supérieurs, donc il a été promu officier, et il n'est plus un stagiaire. Kafka prend un peu de temps pour digérer ça, mais alors qu'il comprend ce que le vice-capitaine vient de dire, il s'illumine de joie. Il se tourne vers Ishikawa et commence alors à crier pour célébrer son succès, avec tout le monde l'encourageant. Tout le monde se précipite pour lui faire la lancée de la victoire tandis que Aoi et Izumo regardent de loin. Aoi dit soudain qu'il veut empêcher l'équipe de perdre ne serait-ce qu'une seule personne s'il le peut, et Izumo est d'accord. Le lendemain, Mina donne à Kafka le badge d'officier et le félicite pour sa promotion. Il jure de donner tout ce qu'il a pour combattre les Keiju et prend ensuite congé nerveusement. Mina l'avertit de ne pas se laisser emporter parce qu'il a encore un long chemin à parcourir avant de se tenir à ses côtés. Kafka est content qu'elle se souvienne de leur promesse et dit à Mina d'attendre simplement qu'il la rattrape. Elle sourit à ça et lui dit alors de faire 50 points tout de suite pour avoir appelé un officier supérieur par son nom. Mina commence soudain à parler du Keiju numéro 8, le faisant encore plus paniquer, mais révèle alors qu'elle doit assister à une réunion à leur sujet au siège. Elle demande à Kafka de demander à Oshina les formalités administratives et l'informe que c'est Oshina qui l'a recommandé pour la promotion.
La nuit, Kafka est occupé à étudier seul. Il décide d'arrêter pour la journée et retourne à son dortoir quand il remarque que la lumière dans la salle d'entraînement est encore allumée. Kafka pense qu'un idiot a oublié d'éteindre les lumières, mais quand il va dans la pièce, il voit Oshina en train de s'entraîner à son mouvement mortel. Il est entouré d'une aura intense qui donne des frissons à Kafka, puis il découvre que Oshina fait un entraînement mental et combat un kaiju imaginaire. Kafka ne met pas longtemps à remarquer que Oshina recrée leur combat précédent dans l'entraînement mental, et ça le terrifie. Il tombe, et Oshina le remarque. Kafka lui demande nerveusement ce qu'il fait ici, et il répond qu'il travaille sur une stratégie pour abattre le kaiju numéro 8 d'un seul coup la prochaine fois qu'ils se rencontrent. Il dit que cette fois, il a merdé et n'a pas tout donné dès le début, sinon il aurait gagné. Kafka est vraiment terrifié maintenant, et Oshina lui dit de ne pas exagérer. Il dit qu'aucun officier normal ne peut affronter le kaiju numéro 8, et le kaiju numéro 9 doit être aussi fort, donc il va s'occuper des deux lui-même. Oshina retourne à l'entraînement avec ça, et Kafka pense qu'il est vraiment incroyable parce qu'il veut protéger à la fois les civils et les officiers. Kafka le salue et promet de faire de son mieux pour l'aider, et Oshina sourit simplement avant de le mettre dans une prise d'étranglement et de lui dire de ne pas devenir trop arrogant alors qu'il est encore à 1%. Alors qu'ils ne font que plaisanter en bas, haut dans les nuages, un groupe de gigantesques kaiju volants tourne autour de la ville, et au-dessus d'eux se trouve un kaiju humanoïde rouge qui leur ordonne de descendre sur la ville et de la détruire. Pendant ce temps, Oshina est dans son bureau, regardant les rapports sur le kaiju numéro 8. Il se souvient que pendant leur rencontre, le kaiju numéro 8 avait l'air trop humain. Il pense aussi au kaiju numéro 9, qui pouvait se déguiser en humain et parler comme un aussi. Tout cela le fait se demander ce qui se passe avec les kaijus. Kafka profite de l'air frais dehors, pensant à comment Oshina a des attentes envers lui et qu'il ne peut pas les trahir. Il va se reposer pour la nuit quand il voit soudain quelque chose approcher le sol rapidement. Il ne peut que regarder fixement alors que de nombreux météores tombent sur la ville et créent d'énormes explosions et destructions partout où ils frappent. Le son des explosions réveille tout le monde, et Oshina contacte immédiatement le centre de contrôle pour le mettre à jour sur la situation. Katryo lui dit qu'il semble que les kaijus ont attaqué leur base depuis les airs, et ils l'ont encerclé. Le nombre de kaijus que leur système détecte ne cesse d'augmenter, et chacun d'eux a un indice de résistance de plus de 6, ce qui les rend vraiment puissants et dangereux. Oshina enfile immédiatement sa combinaison et ordonne à tous les officiers des forces de défense de se préparer au combat. Il leur dit que puisque le capitaine Mina est absent, il prendra le commandement. Il dit au centre de contrôle d'attirer autant de kaijus que possible vers leur installation d'entraînement pour que les officiers puissent les vaincre sans s'inquiéter des dégâts. Cependant, comme il ne reçoit aucun rapport sur les dégâts causés par les kaijus dans la ville, il commence à se demander s'ils ciblent intentionnellement la base des forces de défense. Kafka est toujours dehors, et il est terrifié en voyant leur base détruite et en feu. Il voit les kaijus wyverns voler au-dessus d'eux et panique parce qu'ils sont vraiment forts et gênants à affronter. Il commence à s'enfuir mais se souvient soudain de quelque chose. Il pense que si les kaijus wyverns sont ici, il y a quelque chose de très bizarre. Il met immédiatement son dispositif de communication et contacte Oshina. Kafka lui dit qu'il ne voit qu'une douzaine de kaijus wyverns chaque année, mais ils sont toujours seuls. Il croit que puisque tous ces kaijus wyverns les ont attaqués en même temps, cela signifie qu'il y a quelque chose d'étrange. Oshina réalise exactement ce qu'il essaie de dire, et il regarde devant lui pour voir un kaiju de taille humaine menant les wyverns. Il réalise que le kaiju humanoïde est le chef des wyverns et qu'il est assez fort pour les unir et assez intelligent pour former un plan pour attaquer leur base. Le kaiju rouge émerge de la fumée et s'approche de Oshina, lui demandant s'il est le plus fort humain sur place. Oshina est choqué d'entendre le kaiju parler, mais il lui dit quand même qu'il est le plus fort ici en l'absence du capitaine. Le kaiju rouge déclare qu'il est sa proie, et juste alors, Katryo rapporte que l'indice de résistance du kaiju rouge est de 8,3, ce qui signifie que c'est un kaiju de niveau catastrophe naturelle. Oshina donne immédiatement le commandement de l'opération à un autre officier pour qu'il puisse se concentrer sur le kaiju rouge. Le voyant distrait, le kaiju rouge lui tire simplement du doigt, et Oshina esquive à peine ce qu'il vient de lui envoyer. Le tir détruit le mur derrière lui, puis soudain le kaiju rouge est là. Il frappe Oshina avec un coup dont l'onde de choc est assez puissante pour briser les vitres, mais Oshina réussit à l'esquiver et sauve un autre officier en chemin. Le kaiju rouge est impressionné par lui et décide de tout donner pour anéantir les humains dans cette base. Il ouvre son œil et rugit alors fort, transmettant son message aux kaiju wyverns, qui rugissent aussi en réponse. Oshina est certain que les kaijus ciblent leur base maintenant, mais alors qu'il est distrait, le kaiju rouge se précipite pour l'attaquer. Il esquive son attaque à la dernière seconde et évite de se faire écraser. Il sort ses dagues et commence sa contre-attaque tout en esquivant les coups rapides et puissants du kaiju. Cependant, l'armure du kaiju rouge est plus dure que même celle du kaiju numéro 8, et Oshina ne peut même pas l'entailler. D'un autre côté, les officiers ouvrent le feu sur les kaiju wyverns, mais leurs attaques n'ont aucun effet. Ça ne fait qu'énerver les kaijus, qui libèrent un puissant souffle explosif sur eux. L'officier commandant ordonne à tout le monde d'essayer différents types de munitions,
mais Kafka le contacte alors pour lui dire qu'attaquer les wyverns de front est inutile. Il est encore en train de se préparer, mais il peut dire que la faiblesse des Keiju wyverns est leur dos parce qu'il les a nettoyés avant. Il révèle que le noyau des Keiju wyverns est près de leur dos, où la peau est aussi assez fine pour réduire leur poids. L'officier commandant dit à Kafka qu'il a bien fait et ordonne immédiatement à tout le monde d'agir en équipe, avec une personne distrayant le Keiju de front pendant que l'autre se faufile derrière pour attaquer. Izumo et Aoi forment une équipe. Aoi prend la responsabilité d'infliger des dégâts, et Izumo devient leur leurre. Il ouvre le feu sur le Keiju de front tandis que Aoi arrive derrière le Keiju et vise pour le frapper. Mais juste alors, le mur à côté de lui se brise, et un autre Keiju en émerge. Il tire son souffle explosif vers Aoi, qui l'esquive de justesse. Il se ressaisit et réalise que les Keiju travaillent en équipe. D'autres officiers rapportent la même chose, et Kafka reçoit toutes ces nouvelles alors qu'il court vers les lieux. Personne n'a aucune idée de quoi faire maintenant, mais Kiko dit alors qu'elle connaît une autre façon de vaincre les Keiju. Elle court vers un Keiju à une vitesse plus rapide qu'une Formule 1, brandissant une énorme hache de combat. Yaru ne peut que regarder alors qu'elle passe devant lui, saute et frappe le Keiju avec un coup puissant qui brise son épaisse armure avant. Le Keiju tombe au sol, et Kiko ne fait que montrer sa puissance écrasante. Plus tôt, Mina et Oshina l'avaient emmené dans la salle d'armes souterraine pour lui donner une arme spéciale juste pour elle. Kiko était choqué en entendant ça parce qu'il faut être capitaine pour avoir une arme personnalisée spéciale, mais Oshina lui avait dit qu'il faisait une exception pour elle. Mina avait dit que puisque le nombre et la puissance des Keiju augmentaient cette année, ils avaient besoin de combattants plus puissants. Comme Kiko était déjà le 3e officier le plus fort de la base, elle était considérée comme faisant partie de la force principale. C'est comme ça qu'elle a obtenu la grande hache de bataille, qui est encore un prototype. Kiko affronte le 2e Keiju devant elle, qui tire son souffle explosif sur elle. Elle saute haut dans les airs pour l'éviter et utilise alors la fonction spéciale de la hache qui libère une onde de choc quand une gâchette est pressée. Elle utilise l'onde de choc pour augmenter la vitesse de la hache et frappe le cou du Keiju, le coupant efficacement avec sa première technique, qu'elle nomme tonnerre tombant. Juste alors, un autre Keiju vient la tacler. Kiko recule et libère alors son 2e mouvement spécial, dans lequel elle libère l'onde de choc alors qu'elle balance sa hache vers l'avant et assène un coup puissant qui détruit le Keiju de l'intérieur. Elle nomme ce mouvement l'effleureur d'eau. Yaru et Ishikawa ne peuvent que la regarder avec admiration et dire que cette arme lui convient parfaitement avec son style de combat extravagant et agressif. Elle est contente de ça aussi, mais soudain un Keiju arrive en volant vers elle depuis le ciel. Kiko est nerveuse parce qu'elle n'a pas de mouvement spécial préparé pour ça, mais Ishikawa tire alors sur le Keiju avec ses balles gelantes et le fait geler et s'écraser au sol. Il avertit Kiko de ne pas être négligente en combattant des ennemis volants. Le Keiju se relève, et Ishikawa le criblé de ses balles gelantes, le maintenant en place pour que Kiko utilise son 3e mouvement spécial, 2001, qui est une frappe directe assez puissante pour décapiter le Keiju. Le Keiju tombe au sol, et Kiko dit à Ishikawa sur le dispositif de communication que s'il peut la suivre, il peut la soutenir. Ishikawa accepte l'offre, et tout le monde l'entend aussi. Pendant ce temps, Izumo et Aoi ont aussi vaincu leur Keiju cible, et ils prévoient de ne perdre contre personne. C'est pourquoi ils prévoient de combattre en équipe et de voler le kill de Kiko pendant qu'elle distrait le Keiju. Entre-temps, Oshina a conduit le Keiju rouge loin de tout le monde. Il esquive et fuit constamment les coups lourds du Keiju. Le Keiju rouge continue à l'attaquer, et alors que Oshina esquive ses attaques, le Keiju envoie un camion volé avec juste quelques coups de poing. Non seulement il est très fort, mais il semble aussi prendre plaisir au combat. Oshina dit à Katryu d'ouvrir la porte de l'installation d'entraînement, et elle le fait. Cependant, le Keiju rouge déchire les portes en le suivant et lui lance alors des poutres d'acier. La poussière fait tousser Oshina, et le Keiju rouge disparaît de sa vue. Il essaie de regarder autour mais entend alors la voix du Keiju venant de son angle mort. Le Keiju rouge dit à Oshina que même les autres Keiju ne peuvent pas le combattre comme ça, donc il est excité de le manger et de devenir encore plus fort. Il se précipite vers Oshina, qui bloque d'une manière ou d'une autre son coup de poing au dernier moment mais est tout de même envoyé voler à une vitesse phénoménale et s'écrase dans le bâtiment derrière lui. Mais même là, il a réussi à trancher net le bras du Keiju rouge. Oshina n'est pas du tout blessé par les dégâts précédents, et il ignore le protocole et active la pleine puissance de sa combinaison pour affronter son ennemi. Avec 92% du potentiel de combat de la combinaison utilisée, Oshina est prêt à combattre sérieusement. D'un autre côté, un officier est sur le point d'être rôti par le souffle explosif d'un Keiju, et Kafka court vers elle pour la sauver. Il réalise qu'il n'arrivera pas à temps, alors il transforme ses jambes en mode Keiju et augmente grandement sa vitesse, sauvant la fille de l'attaque. Ishikawa arrive aussi là et demande à Kafka s'il va bien. Kiko lui dit qu'elle et Ishikawa vont distraire le Keiju, donc les blessés doivent quitter le champ de bataille. Kafka et la fille sont contents d'entendre ça, mais avant qu'ils ne puissent partir, Ishikawa lui dit de ne prendre aucun risque parce qu'il est un officier à part entière maintenant. Avec ça, il se précipite et commence à tirer sur le Keiju devant eux. Plus d'officiers arrivent pour distraire le Keiju pendant que Kiko s'occupe du 2e Keiju qui venait sauver son camarade.
Kafka est stupéfait de voir leur travail d'équipe efficace quand soudain son dispositif de communication sonne fort, les renforts sont là. Les officiers supérieurs hors service sont revenus combattre les Keju. Kafka est émerveillé en voyant le nombre de Keju sur la carte disparaître, et il dit à la fille avec lui qu'il devrait se concentrer sur le sauvetage des blessés. Il court pour trouver des blessés, et Kafka ne peut que penser à quel point il est fier de sa division. D'un autre côté, Oshina affronte le Keju rouge. Ils se précipitent l'un vers l'autre, et Oshina utilise une lame volante pour infliger des dégâts au Keju. Oshina continue à esquiver son déchaînement et inflige des coupures précises dans les interstices de son exosquelette. Le Keju rouge n'est pas impressionné par cette tactique ennuyeuse, et il bouge simplement les interstices en gonflant ses écailles. Juste alors, Oshina utilise sa vraie puissance et lui assène une profonde entaille à la poitrine. Le Keju se tourne pour l'attaquer, mais il lui tranche facilement son deuxième bras aussi. Il utilise d'autres mouvements fantaisistes, coupant tout ce qui reste du Keju, les deux bras. Toute la salle de contrôle se réjouit de cette victoire, mais Oshina leur dit que c'est trop tôt. Soudain, Kafka se sent bizarre alors que sa capacité de détection des Keju active son cerveau, l'avertissant d'un puissant ennemi à proximité. Devant Oshina, le Keju rouge blessé commence à grandir comme une masse de tissu et devient bientôt plus grand que les bâtiments environnants. Utilisant ses multiples bouches, il crache de la vapeur à ultra haute température, couvrant toute la zone et forçant Oshina à reculer. Katryu prend une autre lecture de l'indice de résistance du Keju et trouve qu'il augmente constamment. La masse de tissu commence à changer de forme, et elle devient bientôt une version gigantesque du Keju rouge, dont l'indice de résistance s'avère être de 9. La salle de contrôle est en panique face à la situation, et il croit que le vice-capitaine Oshina ne peut pas affronter un Keju de cette taille seul. D'un autre côté, Kafka a aussi de sévères migraines, et il sait que Oshina est en danger, alors il décide de se précipiter à ses côtés pour l'aider. Pendant ce temps, le géant Keju rouge attaque Oshina, brisant le sol sous lui avec ses poings. Oshina esquive son coup de poing et grimpe alors sur son bras. Il utilise une attaque puissante sur le cou du Keju, faisant couler un torrent de sang violemment. Oshina continue, sautant en utilisant les bâtiments comme support et tailladant le Keju rouge partout. Le Keju rouge ne fait que crier de douleur avant de dire à Oshina que sa vitesse ne le sauvera pas. Il lui lance un autre coup de poing, et Oshina l'esquive alors qu'il saute vers la tête du Keju, visant son œil. Le Keju protège son œil, donc le vice-capitaine n'a d'autre choix que de continuer sa stratégie initiale d'infliger de petites blessures partout sur son corps. Cependant, ses lames ne peuvent pas trancher profondément le géant Keju, et il est clairement en position désavantageuse. Alors qu'il pense à son prochain mouvement, il ressent soudain une douleur et se retire dans un coin où il vomit du sang. L'interface de la combinaison lui dit qu'il dépasse les limites opérationnelles de la combinaison car il est à puissance maximale depuis déjà 10 minutes. Même Katryu lui dit d'arrêter immédiatement sa puissance maximale, ou ce sera fatal pour lui, et Oshina réalise qu'une minute est le plus long qu'il peut soutenir cette puissance. Juste alors, les Keju Wyvern commencent à l'attaquer. Alors que Oshina essaie de les esquiver, les Keju commencent à s'auto-détruire un par un, et il subit des dégâts de leurs attaques suicidaires. Oshina se relève rapidement et utilise la fumée des explosions comme couverture alors qu'il se dirige à nouveau vers le Keju rouge. Il grimpe sur un bâtiment et bondit sur le Keju rouge avec son mouvement final, mais le monstre fait alors pousser des yeux partout sur son dos. Oshina est effrayé un instant, et c'est assez pour que le Keju rouge le frappe à travers les bâtiments. Il est gravement blessé maintenant, et les protocoles de sécurité de la combinaison s'activent aussi, annulant forcément le mode libération maximale. Alors qu'il est inconscient, Oshina voit une scène de son passé où son père, ou professeur, lui disait d'abandonner l'idée de rejoindre les forces de défense parce que, malgré être un génie, il ne peut pas atteindre son plein potentiel à cette époque où les épées sont une arme du passé. Katryu inquiète crie le nom de Oshina jusqu'à ce qu'il reprenne ses sens, et il lui sourit comme d'habitude en disant qu'il va bien. Il se force à se remettre sur pied et se demande ce qu'il peut faire maintenant sans sa libération maximale. Il commence à marcher vers le Keju rouge, qui sème la destruction sur les bâtiments abandonnés. Oshina dit qu'il combattra jusqu'à la fin, et le Keju rouge le remarque. Juste alors, il essaie de le frapper à nouveau, mais Oshina saute haut dans le ciel et attaque son visage. Le Keju rouge guérit instantanément de ses dégâts, et Oshina est forcé de courir. Le Keju dit qu'il a compris que Oshina ne peut pas le vaincre avec les minuscules armes et envoie une wyvern vers lui. La wyvern explose juste derrière le vice-capitaine, et à ce moment, il se souvient encore de son passé où sa figure paternelle lui avait dit d'abandonner l'idée de rejoindre les forces de défense parce que les épées n'étaient plus utiles à cette époque. Ses supérieurs aux forces de défense lui avaient dit la même chose. Oshina se moque d'eux alors qu'il se relève et s'enfuit, pensant à comment Mina avait été la première à lui dire qu'elle avait besoin de sa puissance en tant que spécialiste des lames. Elle lui avait dit que sa capacité serait très utile quand ils affronteraient des Keju petits mais puissants et lui avait demandé de rejoindre son escouade. En pensant à ces paroles, Oshina se précipite sur le Keju, jurant de l'abattre quoi qu'il en coûte. Il inflige une profonde blessure à sa poitrine et attaque alors son cou, laissant son sang pleuvoir partout.
Il continue à attaquer le Keiju rouge avec ses combos, mais le Keiju l'attrape soudain. Oshina crie de douleur, et Kafka arrive sur les lieux juste à temps pour voir ça. Il ne peut pas supporter de voir le vice-capitaine souffrir, alors il décide de se transformer en Keiju pour le sauver, même quand Ishikawa lui dit que c'est dangereux. Cependant, alors qu'il commence juste à se transformer, il entend la voix de Mina sur le dispositif de communication, disant à tout le monde qu'ils ont bien fait. Oshina sourit, disant au Keiju qu'il a gagné cette manche, juste au moment où un puissant coup de canon frappe le bras du Keiju et le fait exploser. Le Keiju crie de douleur et laisse Oshina tomber. Au loin, Mina est prête avec son canon, pointé sur le Keiju, avec son tigre blanc comme soutien. Elle tire sur le Keiju mais manque de justesse son bras. En réponse, le Keiju rouge envoie les wyverns kamikazes vers elle, et Mina les esquive avec son tigre blanc la couvrant. Le Keiju rouge se régénère des dégâts presque instantanément, et Oshina réalise que s'occuper de lui ne sera pas facile après tout, alors il décide d'aider le capitaine en tailladant les pieds du Keiju pour limiter ses mouvements. Cependant, il ne peut plus garder son équilibre maintenant parce que sa combinaison n'est pas en état optimal. De plus, les blessures qu'il inflige au Keiju guérissent instantanément, et Oshina se demande ce qu'il peut faire maintenant. Juste à ce moment, Kiko se précipite sur le champ de bataille et essaie d'attaquer le Keiju avec sa hache de bataille. Cependant, elle ne peut même pas les rafler, mais Oshina vient d'avoir une idée. Il se précipite et dit à Kiko qu'il va ouvrir les écailles du Keiju, et elle devrait attaquer sa chair molle après ça. Il inflige quelques coupes rapides à la jambe du Keiju, puis Kiko le frappe avec sa hache, causant beaucoup de dégâts qui font crier le Keiju de douleur. Elle perd l'équilibre après ça, et Ishikawa vient rapidement la soutenir. Sa combinaison a aussi commencé à surchauffer, mais Oshina pense qu'elle en a fait assez parce que la dernière attaque a mis le Keiju rouge à genoux. Profitant de cette chance, Mina attaque son dos avec son canon, exposant son noyau. Cependant, elle n'a plus qu'une balle maintenant, et une wyvern Keiju apparaît à côté d'elle. Heureusement, d'autres membres de l'escouade sont là pour la couvrir, et ils abattent la wyvern pour elle. Les wyverns commencent leur attaque kamikaze pendant que le reste des membres de l'escouade tirent constamment sur le Keiju rouge. Oshina se précipite vers lui, évitant son coup de poing et courant sur son bras pour se rapprocher. Il inflige des dégâts à la jambe du Keiju, se forçant à aller au-delà de ses limites alors qu'il continue à taillader le Keiju. Il force pratiquement son corps à bouger maintenant, essayant de gagner autant de temps que possible pour son capitaine. Puis, soudain, il se retrouve juste devant la bouche du Keiju rouge, qui se déplace rapidement pour l'avaler entier. Cependant, c'était assez de temps pour Mina pour charger son canon. Elle tire sur le noyau exposé du Keiju et envoie son torse et ses bras voler alors que son sang éclabousse partout. Un énorme nuage de fumée couvre la région, mais Katryo déclare que le Keiju rouge a été neutralisé. Tout le monde se réjouit et se félicite pour cette victoire, puis les soldats blessés sont emmenés en sécurité. Kiko est assise, déprimée, et Oshina vient la relever, suivie de Mina. Kafka ne peut que les regarder de loin, pleurant à chaudes larmes parce que son escouade des forces de défense est aussi cool qu'il l'avait toujours imaginé. Ishikawa le taquine, disant que son visage est une catastrophe, et Kafka lui dit d'arrêter de gâcher son moment. Ishikawa répond qu'ils ne font que commencer et qu'ils devraient continuer à faire de leur mieux à partir de maintenant. Pendant ce temps, les supérieurs de l'escouade disent à Mina et Oshina de laisser le reste à eux parce que leurs combinaisons ont déjà atteint leurs limites. Cependant, le problème n'est pas encore résolu, et le tigre blanc est le premier à le sentir. L'attention de tout le monde se tourne vers le ciel où une masse géante qui semble sur le point d'exploser à tout moment palpite au-dessus de la base. Les wyverns volent dedans, et un autre blob explosif est ajouté à la masse. Tout le monde est terrifié en réalisant que le Keiju rouge leur a joué un tour même après sa mort. Katryo rapporte que la puissance de cette bombe Keiju est égale à une bombe nucléaire, et elle vaporisera toute la ville. Des officiers enthousiastes commencent à tirer sur la bombe, mais ça ne fait qu'exploser quelques blocs et créer une forte bourrasque. Mina ordonne à tout le monde d'évacuer, mais Oshina sait qu'il n'y a pas de temps. Juste alors, ils entendent la voix du Keiju rouge, qui déclare que cette manche est un match nul. Tout le monde est perplexe maintenant, mais Kafka commence soudain à courir en avant. Ishikawa essaie de l'arrêter, et tout le monde aussi. Oshina essaie même de le poursuivre, mais il remarque soudain que Kafka était trop rapide à l'instant, et ça ne devrait pas être possible avec seulement 1% de la puissance de sa combinaison. Kafka continue à bondir sur les décombres et se transforme finalement en Keiju alors qu'il saute haut dans le ciel. Tout le monde est choqué en voyant Kafka, ou le Keiju numéro 8, bouche bée. Kafka réalise les conséquences de ce qu'il vient de faire. Il s'excuse auprès de ses amis qui lui ont fait confiance malgré son terrible secret, mais il ne va pas s'arrêter maintenant. Il commence à charger son corps, le modifiant pour libérer des propulseurs derrière ses jambes et ses bras. Il pense que tout le monde a risqué sa vie dans le combat à l'instant, et il ne peut pas être le seul à penser à sa sécurité en premier. Il lance les propulseurs et bondit vers la bombe Keiju. Il la frappe de toutes ses forces, et son armure de Keiju commence à se fissurer dans le processus. Le coup de poing à pleine puissance de Kafka envoie la bombe Keiju voler dans la stratosphère, et il tombe au sol,
inconscient. Il frappe le sol, puis Mina dit soudain à tout le monde de s'allonger et de mettre leur bouclier au maximum. La bombe Keju explose immédiatement après, et son rayon d'explosion est si grand qu'il est visible depuis l'espace. Les ondes de choc et la pression de l'explosion commencent à démolir la zone d'entraînement, mais Kafka reste ferme dans sa forme de Keju, protégeant 2 officiers des débris qui volent vers eux. Bientôt, l'explosion s'éteint, et le ciel est dégagé. Tout le monde commence à se relever, et les 2 personnes que Kafka vient de sauver commencent à reculer de peur. Il a aussi dépensé toute son énergie avec ça, et son armure commence à s'effriter. Kafka réalise qu'il est foutu maintenant, et juste alors, Mina s'approche de lui. Elle l'appelle le Keju numéro 8 et pointe son arme sur lui disant qu'elle le prend en garde à vue immédiatement. Kafka se tourne lentement vers elle et trouve d'autres officiers aux côtés de Mina, pointant leurs armes sur lui. La nouvelle que le Keju numéro 8 est un membre des forces de défense atteint rapidement les hauts gradés, et une réunion de haut niveau est immédiatement convoquée. Le directeur adjoint des forces de défense, KG, croit que c'est un problème très sérieux, et ils doivent s'en occuper d'urgence. Le chef du commandement Juzo, croit qu'il devrait garder cette affaire secrète des médias pour l'instant. Il ajoute aussi qu'il a entendu des rumeurs sur certains pays expérimentant la transplantation de tissus de Keju dans des corps humains. KG pense que le meilleur choix serait d'éliminer le Keju et de l'utiliser comme arme, mais le scientifique en chef croit qu'il devrait d'abord envisager d'utiliser le Keju comme arme vivante. Le directeur général féroce des forces de défense, Isao, qui est aussi le père de Kiko, décide qu'ils amèneront d'abord le Keju au siège et décideront ensuite quoi en faire. Pendant ce temps, Kafka est solidement attaché à sa base, avec une équipe de scientifiques dirigée par KG le surveillant. Kafka ne peut pas dire combien de temps il est attaché, et il se demande ce qui va lui arriver maintenant. Selon une conversation passée avec Kiko, il sera éliminé, et ses parties corporelles seront utilisées pour créer des armes spéciales. Il soupire, pensant que ça devait arriver alors qu'il était à un pas de se tenir aux côtés de Mina. Juste alors qu'il pense ça, Mina, Oshina et quelques autres officiers arrivent dans sa pièce pour le transporter au siège. Kafka essaie de parler à Mina, mais elle l'ignore complètement, et même Oshina lui dit de ne rien dire. Il est libéré de ses entraves et emmené tranquillement. Ils sortent du bâtiment, où tous les officiers de la base, y compris ses amis, sont prêts et armés alors qu'ils regardent Kafka partir. Alors que Kafka passe devant Ishikawa, il n'ose même pas le regarder dans les yeux. Il pense qu'Ishikawa a tellement fait pour lui, et il doit être vraiment en colère qu'il ait révélé sa couverture. Il n'a plus d'espoir alors qu'il monte silencieusement dans la remorque sécurisée, mais soudain Ishikawa s'avance et déclare qu'il a confiance que Kafka reviendra sain et sauf. Kafka est sans voix devant son geste, puis les portes de la remorque se ferment devant lui. Alors qu'il est encore en train de digérer les choses, Mina lui dit qu'il n'y a pas de caméra à l'intérieur du conteneur. Elle commence à parler de son choc quand il s'est transformé en Keju, mais elle a aussi senti que c'était typique de lui de se précipiter pour aider les autres sans se soucier des conséquences. Elle dit à Kafka qu'elle prépare des témoignages et des images qui aideront sa cause parce que s'ils peuvent prouver qu'il est humain dans l'âme, il peut être sauvé. Elle prévoit aussi de lister toutes les choses qu'il a faites en tant qu'officier des forces de défense. Kafka ne peut qu'écouter silencieusement tout ça, puis Mina lui fait finalement face pour lui dire que personne dans leur unité ne le considère comme un ennemi. Elle lui dit alors de s'asseoir sur la chaise spéciale et commence à lire les règles. Kafka l'interrompt et, avec des larmes aux yeux, demande s'il peut encore essayer de se tenir à ses côtés. Mina se tait un instant, mais elle lui dit alors qu'elle l'attendra toujours, ce qui le fait éclater en sanglots. Le convoi part avec ça, et Oshina ordonne à tout le monde de le saluer. KG est choqué et lui demande ce qu'il fait, et Oshina répond qu'il salue son capitaine. KG doit se contenter de cette réponse et remarque qu'ils ne peuvent pas avoir quelqu'un qui salue un Keju. Bientôt, Kafka est emmené à la base maritime des forces de défense, où il est mis dans une pièce fortement gardée sous l'eau. Plusieurs jours plus tard, tous les membres des forces de défense sont assis dans la zone d'entraînement qui est en train d'être nettoyée et réparée après la dernière bataille. Ils sont tous silencieux et sombres, alors Yaru décide de briser la glace. Il affirme qu'il ne peut toujours pas croire que Kafka était le Keju numéro 8 parce qu'il n'est même pas aussi en forme que l'humain moyen. Il essaie de rendre Ishikawa joyeux en faisant des blagues, mais ça n'aide pas. La fille que Kafka a sauvée plus tôt parle de comment il l'a sauvée du Keju et comment il était toujours la source d'amusement pendant leur séance d'entraînement. Yaru peut dire la même chose, mais Aoi croit que peu importe ce qu'il pense, la décision sera prise par le siège. Izumo le nargue en disant qu'il est trop attaché aux règles, mais admet qu'il a raison. Le fait qu'un humain se soit transformé en Keju est une affaire énorme, et si cela fuite, cela provoquera une panique mondiale. C'est pourquoi c'est trop gros pour qu'il s'en mêle. D'un autre côté, Mina appelle Forais dans son bureau et lui demande de compiler un dossier épais qu'elle a préparé sur Kafka pour soutenir sa cause. Oshina est également distant et a perdu son espièglerie habituelle. Un officier vient lui faire un rapport sur le déblaiement des décombres et lui demande soudain ce qu'il pense qu'il adviendra de Kafka. Oshina répond simplement qu'il veut que Kafka revienne ici avec lui. Il souligne que, lors de leur combat précédent,
Kafka n'utilisait pas toute sa force, et il n'a pas aimé cette attitude arrogante. C'est pourquoi il veut qu'il revienne pour qu'il puisse se battre à pleine puissance la prochaine fois. Kiko aussi s'inquiète pour Kafka, alors elle se rend au bureau de son père, bien que très nerveuse. Il ne la regarde même pas quand il lui demande ce qu'elle veut, et elle décide de le traiter comme le directeur général et non comme son père. Elle le salue et lui demande de ne pas éliminer Kafka, car il lui a sauvé la vie. Le directeur Isao la traite simplement de stupide et lui demande si elle est là pour discuter de ses échecs avec lui. Il lui tend une enveloppe, et quand Kiko l'ouvre, elle découvre qu'il s'agit d'une radio des poumons de Kafka. Du côté gauche de sa poitrine, à la place de son cœur, se trouve un noyau, indiquant clairement qu'il est un keiju. Kiko est choqué, et Isao déclare que Kafka n'est pas un humain. Il dit que Kafka est un keiju, tout comme celui qui a tué la mère de Kiko. Il lui ordonne de partir si elle a compris, et Kiko obéit docilement. Cependant, elle s'arrête à mi-chemin et dit qu'elle veut toujours croire en Kafka. Pendant ce temps, Kafka est toujours en prison haute sécurité, et un groupe de scientifiques lui rend visite. Il essaie de discuter des tests excessifs, mais personne ne répond. Kafka est abattu et pense à Ishikawa et aux autres qui l'attendent encore. Il a trop à leur dire, c'est pourquoi il ne peut pas abandonner. Il est déterminé à revenir à tout prix. De retour à la base, les autres nouveaux officiers reçoivent une mauvaise nouvelle. Mina leur annonce qu'ils sont temporairement transférés dans une autre base. Après la récente attaque de Keiju, leur base a perdu la plupart de ses capacités opérationnelles, ce qui la rend inadaptée à l'entraînement des nouveaux. En plus de cela, ils ont vu trop de Keiju puissants récemment, et les hauts gradés pensent que d'autres catastrophes pourraient arriver. Mina explique que, pour se préparer, les officiers supérieurs ont décidé d'entraîner leurs meilleurs talents dans différentes unités pour les renforcer rapidement, et cela inclut Ishikawa et les autres. Cependant, Izumo pense qu'il y a une autre raison. Il demande à Mina s'ils sont séparés parce qu'ils étaient tous proches de Kafka, ou du Keiju numéro 8. Il croit que l'état-major veut les séparer pour les observer. Yaru est choqué et dit à Mina qu'il n'obéira pas à l'ordre si c'est pour cette raison. Mais Mina leur répond que ce plan était en préparation depuis longtemps et n'a rien à voir avec Kafka. Malgré cela, Yaru et les autres ne veulent pas quitter la 3e division. Étonnamment, Ishikawa est le premier à accepter d'aller dans une autre division, et il reste ferme dans sa décision malgré les tentatives de Yaru pour le convaincre du contraire. Plus tard, Izumo parcourt la liste de contacts de son téléphone quand Aoi arrive, parlant à quelqu'un d'important. Il lui dit qu'il y a quelqu'un qu'il veut sauver à tout prix et demande de l'aide. Izumo remarque sa présence après l'appel, mais Aoi ne semble pas gêné qu'il l'ait écouté. Il s'apprête à partir, mais Izumo le rappelle, et ils s'assoient côte à côte. Aoi révèle qu'il parlait à son ancien commandant de l'armée, et Izumo remarque qu'il ne semble pas du genre à demander des faveurs personnelles. Aoi répond calmement qu'il ne veut perdre personne, et que Kafka est un membre de leur 3e division comme les autres. De retour en prison, Kafka repense aux paroles de Mina et comprend que la seule façon de retrouver sa liberté est de prouver qu'il est humain. Pour cela, il faut d'abord que les autres l'écoutent. C'est alors qu'il reçoit une visite surprise, le directeur Isao en personne. Kiko observe la scène depuis le balcon avec Kage et Juzo, qui remarque qu'Isao règle toujours les affaires importantes personnellement. Kafka est nerveux face à Isao, mais il essaie encore de le convaincre qu'il n'est pas un keiju. À la surprise générale, Isao ordonne qu'on libère Kafka de ses liens, et il ne permet pas au personnel de la salle de contrôle de le contredire. Il sait que si Kafka est aussi puissant qu'on le dit, il pourrait se libérer à tout moment. Il reste calme uniquement parce qu'il le veut. Dès que Kafka est libéré, il voit de l'espoir et croit que le directeur va l'écouter. Cependant, Isao pointe déjà son arme sur lui. Il tire sur Kafka, qui bloque à peine les coups avec sa peau de keiju. Avant qu'il ne puisse demander des explications, Isao lui arrache l'estomac à main nue. Il presse le sang de la chair dans un tube à essai et dit à Kafka que toute créature capable d'arrêter des balles avec sa peau est un keiju, pas un humain. Mais Kafka se relève, rebelle. Il déclare qu'il n'est pas le keiju numéro 8, mais un humain nommé Kafka. En entendant ces mots, Isao décide d'utiliser ses armes. Après avoir passé 2 niveaux de sécurité, les valises contenant ses gantelets de fer s'ouvrent. Quand il enfile les gants, autrefois des parties du corps du keiju numéro 2, ceux-ci fusionnent avec son système nerveux. Isao sent une puissance débordante et dit à Kafka que, s'il est humain, il devrait mourir comme un humain. Kafka est déterminé à prouver son humanité et refuse de se transformer complètement. Il n'a qu'un bras en mode keiju pour se défendre, mais il voit alors une main d'énergie géante foncer vers lui. Kafka esquive de justesse en sautant, mais son bras en mode keiju est arraché net. En l'air, Isao lance une seconde attaque, le projetant contre le plafond. Il atterrit sans réaliser à quel point il a changé quand Isao l'attaque à nouveau. Cette fois, Kafka suit son rythme et évite clairement son coup. Cependant, Isao le poursuit, détruisant la prison dans sa tentative de le frapper. Kafka prévoit de continuer à fuir jusqu'à ce que le costume d'Isao surchauffe, mais il est pris au dépourvu quand le directeur lui arrache le bras d'un coup de poing. Isao continue son assaut, et Kafka l'esquive sans même y penser.
Il réalise que son corps réagit tout seul, comme lors de son combat contre le Keiju champignon. Il comprend soudain que son corps réagit à Isao comme à un Keiju. L'armure et les gants d'Isao sont fabriqués à partir du Keiju numéro 2, le deuxième Keiju numéroté, qui a détruit une ville entière en une nuit avant d'être vaincu après un combat acharné. La puissance des gants suffit à arracher les bras de Kafka à plusieurs reprises. Ensuite, Isao lui assène un coup dévastateur dans le ventre. Kafka essaie de fuir, mais réalise que ses jambes ont aussi été arrachées. Il sombre dans le désespoir quand Isao le frappe à nouveau, créant un impact massif. Mais Kafka en a assez de fuir et de se faire frapper. Il bloque l'attaque en se transformant en mode Keiju, mais quelque chose ne va pas. Son masque se fissure légèrement, et il rugit, libérant une onde d'énergie qui brise les vitres blindées de la salle de contrôle. Isao recule rapidement, réalisant le danger que représente le Keiju numéro 8, qui commence à se transformer et à grandir. Kafka se retrouve piégé dans l'esprit du Keiju, incapable de contrôler son corps. Il panique, comprenant qu'à ce rythme, il sera prouvé qu'il est un vrai Keiju. C'est alors que le petit Keiju parasite qu'il a attaqué apparaît devant lui et lui dit de tuer tous les humains. Le Keiju numéro 8 est totalement incontrôlable maintenant et charge vers Isao, tandis que Kiko crie pour qu'il s'arrête, lui rappelant qu'il est humain. À la base, Hyaru et Ishikawa s'entraînent ensemble. Hyaru demande pourquoi Ishikawa a accepté si facilement d'aller dans une autre base. Il lui demande s'il n'a plus aucune loyauté envers cette base et Kafka. Ishikawa répond qu'il veut devenir fort le plus vite possible pour pouvoir protéger Kafka à son retour. Hyaru demande comment il peut être si sûr que Kafka reviendra, et Ishikawa répond qu'il le sait, c'est tout. Leur supérieur arrive et révèle que c'est aujourd'hui que le sort de Kafka sera décidé au quartier général. Mina a aussi été convoquée, et tout le monde espère qu'elle reviendra avec de bonnes nouvelles. Mina est dans la salle de réunion du QG et apprend qu'Isao s'occupe du Keiju numéro 8 en ce moment. Elle doit juste attendre. Dans l'arène, Kafka a été complètement submergé par le Keiju numéro 8, qui rugit si fort qu'Isao doit reculer. Il charge vers Isao et active sa propulsion au dernier moment pour frapper vite. Isao esquive de justesse et pense que Kafka a de la vitesse, mais qu'il n'est qu'un animal qui ne réfléchit pas à ses attaques. Soudain, le Keiju numéro 8 se retourne pour frapper à nouveau, déchirant le torse d'Isao. Ce dernier est choqué quand le torse séparé du Keiju fonce vers lui, mais il bloque tant bien que mal. Il comprend que s'il utilise la logique dans ce combat, il perdra. Kafka essaie de reprendre le contrôle, mais le mode Keiju martèle Isao, qui ne survit que grâce à ses boucliers faits à partir du Keiju numéro 2. Il décide de contre-attaquer avec une technique spéciale et charge le Keiju numéro 8 à pleine puissance, le frappant contre le mur. Le corps du Keiju gît près du mur, avec un trou à la place du cœur, mais le noyau n'y est pas. Isao est stupéfait et se retourne au dernier moment pour voir le noyau. Le Keiju a abandonné son corps pour une attaque surprise et régénère tout son corps à partir de rien. Il attaque Isao, qui contre-attaque, et leur affrontement ébranle toute la prison, pourtant conçu comme un abri résistant même à un Keiju de niveau 10. Le vice-commandant Kage pense que l'abri était conçu pour un seul grand Keiju, mais là, il y en a deux qui se battent. Le capitaine Chauve se demande pourquoi Isao essaie de tuer le Keiju numéro 8 maintenant alors qu'il aurait pu le faire plus facilement quand il était humain. Peut-être veut-il le pousser à ses limites. Kiko, elle, pense que son père donne une chance à Kafka de prouver son humanité. Kafka charge à nouveau Isao, qui esquive et contre-attaque avec des ondes sonores à distance. Les attaques sont inutiles, et le Keiju numéro 8 frappe soudain Isao, lui arrachant une partie de l'abdomen. Le Keiju numéro 8 est devenu plus grand et plus menaçant. L'énergie bleue dans son corps est devenue rouge, et il fixe Isao, qui paraît minuscule devant lui. Tout le monde panique car son niveau de résistance augmente graduellement, mais Kafka essaie désespérément de reprendre le contrôle. Isao évite ses attaques et tente une contre-attaque en libérant toute la puissance de ses gantelets, mais même cela n'entame pas le Keiju géant. Il déploie immédiatement un bouclier quand son attaque échoue, et le Keiju numéro 8 le frappe juste après. Le bouclier absorbe la plupart des dégâts, mais Isao est projeté. Il se stabilise et décide d'utiliser sa technique ultime, canalisant toute la puissance du Keiju numéro 2. Il tire un puissant éclair sur le Keiju numéro 8. L'éclair inflige des dégâts, mais pas assez pour le vaincre. Le Keiju, rouge de rage, envoie un souffle destructeur sur Isao, le projetant encore une fois. Il attrape le directeur et le plaque contre le mur, le faisant cracher du sang. Dans les yeux injectés de sang du Keiju numéro 8, Kafka lutte pour reprendre le contrôle. Il réalise qu'à ce rythme, il va vraiment tuer Isao. Il se retourne et aperçoit Kiko, se disant qu'il ne tuera pas son père devant elle. Pendant ce temps, le Keiju continue de marteler Isao au sol comme un pantin. Kiko, paniqué, les larmes aux yeux, se souvient de sa promesse de tuer Kafka s'il devenait un danger pour l'humanité. Malgré cela, elle veut encore croire en lui. Elle lui crie de ne pas se soumettre à un simple Keiju. Kafka se débat pour échapper au contrôle du Keiju numéro 8, mais horrifié, il voit la forme géante de l'insecte qu'il a attaqué, la gueule grande ouverte devant lui. Il comprend que l'insecte va le manger,
et cela lui rappelle qu'il échoue toujours aux moments cruciaux. Terrifié, il est englouti par l'insecte. Kafka se sent sombrer dans une mer de ténèbres dans l'esprit du Keiju. Dehors, le Keiju s'apprête à porter le coup final à Isao, qui admet intérieurement avoir espéré en Kafka, mais tout est perdu maintenant. Dans l'esprit du Keiju, Kafka continue de couler, la main tendue vers la surface. Soudain, une lumière illumine la mer obscure, et une petite main douce attrape la sienne. L'espoir renaît dans ses yeux quand il voit l'image de la jeune Mina essayant de le tirer dehors. Elle grandit instantanément et lui dit qu'elle l'attendra toujours. Kafka est soudain rempli de la détermination de se libérer. Dehors, le Keiju s'apprête à attaquer Isao, mais au lieu de le blesser, il enfonce sa main dans sa propre poitrine, faisant jaillir un geyser de sang. Kafka a repris brièvement le contrôle et a saisi cette chance pour éviter de commettre un acte qui rendrait son retour à l'humanité impossible. Tout le monde est choqué, puis il déclare avec assurance à Isao qu'il n'est pas le Keiju numéro 8, mais Kafka Ibino. Il fixe le directeur à travers son masque qui s'effrite, et tout l'abri reste silencieux devant cette scène. C'est alors que Kafka s'effondre, et son armure se désintègre. Quelqu'un pointe une lame géante vers lui, mais Isao ordonne à l'officier Narami de ranger son arme. Narami retire son masque et demande au directeur s'il avait l'intention de mourir tout à l'heure, puisqu'il a refusé son aide. Isao lui dit d'arrêter de dire des bêtises, le Keiju numéro 8 a juste dépassé ses attentes de peu, sinon tout était sous contrôle. Isao appelle ensuite les médecins et leur ordonne d'emmener Kafka. Narami lui demande ce qu'il prévoit, mais il ne répond pas. Plus tard, une réunion a lieu après qu'Isao a été soigné. Tous les hauts gradés sont là avec Mina. Ils lui demandent son avis sur Kafka en tant que commandant. Ils ont des rapports indiquant qu'elle l'a observé de près depuis son entrée dans la force de défense, et même avant. Mina confirme mais précise qu'elle ne lui a jamais accordé de traitement préférentiel. Kage remarque que c'est Oshina qui a recommandé d'accepter Kafka après son échec initial, et Mina acquiesce. Les autres officiels lui disent qu'ils ont déjà pris leur décision et que son témoignage ne changera rien. Il ne sert qu'à la paperasse, alors elle peut parler librement. Mina répond qu'elle laissera aux officiels le soin de juger si Kafka est humain ou Keiju, mais qu'elle peut donner son avis sur Kafka en tant qu'officier. Elle explique que lors de l'attaque du Keiju champignon, Kafka a aidé en découvrant les détails reproductifs des petits Keiju. Il a aussi sauvé ses camarades du Keiju numéro 9. Quand le Keiju rouge, codé Keiju numéro 10, a attaqué, il a sauvé tout le monde de l'extermination. Tout le monde rétorque qu'il a utilisé ses pouvoirs de Keiju, pas ceux d'un officier. Mina ne peut pas le nier et ajoute même que Kafka avait 0% de potentiel de combat au début et a échoué 12 fois au test d'entrée. Ce qu'elle veut dire, c'est que Kafka n'a jamais abandonné son rêve de devenir officier ou de sauver les gens, peu importe les épreuves. Mina déclare que Kafka a plus d'humanité que quiconque, et que son cœur devrait être le facteur décisif du jugement. Les officiels lui ordonnent d'arrêter de parler de choses vagues comme le cœur et de cesser de couvrir son subalterne. Isao estime que Mina a fini son travail et lui dit de partir. Les deux plus hauts gradés se tournent vers Isao pour prendre une décision. Tout le monde veut éliminer le Keiju numéro 8 et l'utiliser pour fabriquer des armes, mais Isao a d'autres idées. Pendant ce temps, Kafka est soigné et se souvient du même moment que Mina. Il s'était senti impuissant ce jour-là et voulait se venger de tous les Keiju. C'est pourquoi, quand il a perdu le contrôle de son corps, il était prêt à tout pour mourir en humain. Il espère toujours cela, mais il finit par ouvrir les yeux et se rend compte qu'il est en vie. Il est à l'hôpital, et Isao est à ses côtés. Kafka est soulagé de le voir, car il craignait de l'avoir tué. Puis il réalise que s'il est en vie, c'est qu'il a été accepté comme humain. Isao pointe simplement sa poitrine et dit que, s'il était humain, il aurait un cœur et serait mort sur le coup. Il déclare que Kafka est toujours un Keiju aux yeux du conseil, mais qu'il attend de voir s'il est dangereux ou non. Isao révèle qu'il a dit au conseil qu'il ne serait pas tué pour fabriquer des armes, mais utilisé comme une arme vivante. Le conseil était contre, mais Isao les a convaincus que Kafka serait plus utile ainsi et qu'il pourrait le contrôler. Maintenant, Isao ordonne à Kafka de continuer à vivre et de prouver sa valeur. Kafka est déçu d'être gardé en vie comme une arme et non comme un officier, mais il est déterminé à travailler dur pour être accepté. Dehors, Mina reçoit un message disant que Kafka a été épargné. Elle sourit et serre son téléphone contre sa poitrine. Kiko est aussi ravie, mais elle ne peut pas se réjouir complètement, elle veut devenir plus forte pour empêcher Kafka de perdre le contrôle à l'avenir. Aoi et Izumo sont aussi heureux de la nouvelle, et ce qui est impressionnant, c'est que Kafka a gagné ce combat par lui-même. Ishikawa, Yaru et leurs supérieurs reçoivent aussi le message, et Ishikawa peut enfin dire qu'il savait que Kafka reviendrait. Furaiz et Oshina sont aussi informés. Oshina pense que le plus dur ne fait que commencer, le monde finira par savoir que la force de défense a un Keiju, et les choses deviendront compliquées. Kafka devra prouver qu'il est indispensable à la force de défense. À l'hôpital, Kafka s'endort en pleine conversation et murmure dans son sommeil « Attends-moi, Mina ». Ailleurs, les nettoyeurs de l'ancienne entreprise de Kafka jouent aux échecs en ligne. L'un d'eux subit une défaite écrasante face à un joueur nommé Joueur 9, qui s'avère être le salaud de Champignon lui-même.
Il affronte plusieurs adversaires en même temps, recueillant des informations sur les humains et leur façon de penser. Tout en jouant, il collecte aussi des données sur la base ennemie et les partage avec son partenaire. Il lui dit qu'il est temps d'agir et de récupérer le pouvoir Keju tombé entre les mains des humains.